2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, c'est jeudi aujourd'hui. Le show qui vous parle, ça s'appelle Le Grand Forum, tous les jours 16h, 18h avec aujourd'hui une triplette. Oui, mais pour l'instant ils sont que deux. Damien Charles est avec nous, salut Damien. Bonsoir. Bonsoir, je sais pas si on dit bonsoir, hein, mais ouais, si, on dit bonsoir, on dit bonjour, on dit ce que vous voulez. On dit... Comment tu vas, Christophe? Salam alaikum. Oui. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Eh ben écoute, ça va nickel mon cher Damien. Tu nous parleras tout à l'heure de crypto-monnaie parce que c'est un peu ton domaine et je ne le savais pas d'ailleurs. Ben oui. En préparant un sujet sur une mosquée de l'Angleterre qui va proposer et qui ouvre la crypto-monnaie pour la zakat et la sadaqa, eh bien tu vas nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et il paraît que ça fait peur aux banques. Pourquoi? Oh oui. Eh bien on verra cela. Mon cher ami Yasser, comment ça va Yasser le Wati? Et toi Christophe, jeudi c'est le Wati. Jeudi c'est le Wati. Alors jeudi c'est le Wati. Qui va-t-il dézinguer aujourd'hui? Non, je ne dézingue pas, j'émets des critiques que j'espère être positives et cette fois-ci c'est... Elles sont constructives au moins. Ben écoute, j'espère qu'elles le sont et qu'elles pourraient être utiles. Donc cette semaine c'est Islamodiversion et les idiots utiles des réformes à Macron. Ah, il y en a pas mal, j'avoue, là, pour le coup. Ah oui, non, là, ils se sont ligués, là. Et décidément, vous êtes donné comment on dit, le là, ou le glas, ou je sais pas quoi. Vous êtes donné le mot, en tout cas, avec Fatima Ouassak, qui va nous parler aussi de Macron, mais Macron, la Seine-Saint-Denis aussi. On en parle dans son avis tranché tout à l'heure. Son coup de cœur sera Mariam Pouchtou. Coup de cœur, Yasser, tu l'as choisi ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore, ça ne saurait tarder. Vous l'avez compris, c'est jusqu'à 18h, votre show, Le Grand Forum, sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus. Je tiens à préciser juste aux auditeurs qu'il y a un nouveau micro pour les avis tranchés. Aujourd'hui. Un beau micro. Et cette fois-ci, les avis Damien, tu l'as vu le micro? Bah oui, il est magnifique. Il est beau, hein? Voilà, il est bien installé. Voilà, on va l'inaugurer tout à l'heure avec Fatima Ouassak à 17h. Voilà, rendez-vous sur le Facebook Christophe Le Grand Forum, évidemment, pour le découvrir, le voir. Et puis à 17h30 avec Yasser Louati pour son avis tranché. Soyez les bienvenus. Merci d'être avec nous. Et à la une aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a-t-il encore dérapé? A-t-il encore eu des propos islamophobes? Rejoint-il finalement Emmanuel Valls et les printemps républicains, s'en prenant évidemment, encore une fois, au voile de la présidente de l'UNEF. Même c'était sur LCI. Mélenchon se prive-t-il d'un certain électorat avec ses positions bien connues de tous les communistes de prime abord? Eh bien, on en reparle dans un instant avec vos appels au 01 40 33 9000. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, quand vous tirez sur des femmes et des enfants, ça s'appelle un massacre. Invité ce mardi chez Bourdin, Dominique de Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien Premier ministre, a clairement qualifié les derniers événements à Gaza. Quand vous tirez sur les femmes et les enfants, ça s'appelle un massacre tout simplement. Nous y reviendrons. Dès ce mois de Ramadan, une mosquée britannique a annoncé qu'elle accepte désormais de recevoir des crypto-monnaies pour la zakat et la sadaqa. Une première. Nous en reparlons et en détail avec Damien Charles qui est spécialiste justement de la crypto-monnaie. Un syndicat de parents d'élèves dans les quartiers, c'est ce que propose le collectif Front de Mer qui entend s'emparer des questions d'éducation et de discrimination. Nous en parlerons avec Fatima Ouassak, l'une des fondatrices de ce Front de Mer, mais aussi chroniqueuse dans le LGF. La question LGF en expliquant sur LCI que la religion devenait de plus en plus ostentatoire à propos de la nouvelle présidente de l'UNEF, Jean-Luc Mélenchon. Se positionne-t-il sur la ligne de Manuel Valls et du printemps républicain? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Sarah Laximi, Santé Ramadan, du site santeramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah. Chaque Ramadan qui arrive, des milliers de femmes enceintes se posent la même question. Y a-t-il un risque pour moi ou pour le bébé si je jeûne? Toute naissance est un renouvellement, un souffle nouveau, une promesse pour l'avenir. Nous remercions le Très-Haut car nous pourrons transmettre la vie et en avoir en même temps la lourde responsabilité. Essayons de comprendre le déroulement global de la grossesse. La grossesse n'est pas une maladie, c'est un état physiologique, c'est-à-dire naturel. Néanmoins, c'est un état qui va diminuer l'immunité, la capacité de se défendre contre les agressions, virus, bactéries, etc. On va parler d'embryon à alaqa quand entre la fécondation et l'âge de 3 mois de grossesse. Et on parle de fœtus, al-janin, à partir du 2e trimestre jusqu'à l'accouchement. Le premier trimestre, c'est un trimestre absolument crucial. C'est pendant ce trimestre que le cerveau, le cœur, le système sanguin, les glandes, le système digestif, les organes sexuels, etc. vont se former.
Il est important que la femme ne soit pas carencée en fer, en oligo-éléments et vitamines, car l'embryon va se servir directement dans les réserves maternelles. Un bilan sanguin sera fait par votre médecin traitant et déterminera si c'est le cas ou pas. Lors du deuxième trimestre, c'est la croissance des organes formés durant le premier trimestre et c'est déjà le début du fonctionnement de certains organes. Le fœtus a besoin d'une quantité plus importante d'énergie qu'il puisera naturellement chez la mère. Sucre, protéines, acides gras, vitamines, fer, oligo-éléments, etc. Le troisième trimestre, c'est le rodage et le fonctionnement des organes. La croissance et la maturation des poumons. C'est l'organisation du cœur, le fonctionnement des reins. Il faut savoir que le fœtus avale l'eau présente dans la poche amniotique, qui est un grand ballon rempli d'eau à l'intérieur même de l'utérus et qui protège le bébé de l'écrasement par la pression du muscle utérin, ar-rahim. Le fœtus urine également dans cette poche. Ce fonctionnement des reins est salutaire pour le développement normal du cerveau et autres organes nobles. Un manque d'eau pourrait être responsable d'oligoamnios. Qu'en est-il du jeûne des femmes enceintes pendant le mois béni de Ramadan? Que disent les études cliniques? Alors, les études cliniques sur des femmes enceintes qui ont observé le jeûne du mois de Ramadan ont montré des résultats mitigés. Certaines étaient négatives, d'autres positives. La méthodologie de ces études est critiquable du fait que certaines femmes étaient carencées avant le début du mois de Ramadan. De plus, on ne sait pas si Ramadan se déroule en hiver, au printemps ou en été. Il est donc difficile de faire une méta-analyse pertinente du fait de l'hétérogénéité de la population incluse dans ces études. Nous en viendrons donc au bon sens médical. Donc 3 grands cas se présentent. Le premier cas, vous souffrez d'une maladie physique ou vous êtes carencé. Le jeûne vous est totalement contre-indiqué en tout temps et toute saison. Deuxième cas, vous êtes saine et n'avez aucune carence ou maladie. Le jeûne n'a pas d'incidence particulière sur vous et vous vous sentez parfaitement capable de le faire. Le problème sera le risque encouru par votre bébé, car c'est le contexte dans lequel est effectué ce jeûne qui est important. Il n'y a aucune crainte pour les réserves nutritionnelles, car vous en avez suffisamment. Votre bilan sanguin est rassurant, votre bébé trouvera tout ce qu'il faut pour vivre et se former sainement et normalement. Mais vous n'avez pas de réserve d'eau. Le problème qui se pose en ce Ramadan 2012 est essentiellement le manque d'eau. En Europe et en France, c'est l'été. Les journées sont longues et chaudes. Le petit être humain que vous portez à l'état embryonnaire ou fœtal n'a pas la capacité de résister à ce manque d'eau. Votre enfant en sera privé pendant toute la journée, ce qui pourrait lui être préjudiciable. Le risque, entre autres, est l'oligoamnios. C'est de l'eau qui manque dans la poche amniotique et qui peut être à l'origine d'une insuffisance, d'une part, d'une insuffisance de développement des poumons du fœtus et des malformations des membres. Ça peut être des malpositions des pieds et des mains ou encore des déformations articulaires dues à la pression exercée par l'utérus par insuffisance d'eau. Le deuxième, c'est lors de l'accouchement, la présentation du fœtus par le siège est la plus fréquente. La naissance par les fesses du bébé au lieu de la tête, qui est la position normale et naturelle, peut provoquer des accouchements difficiles, forceps et large épisiotomie. De plus, elle peut également faire prendre la décision de pratiquer une césarienne avec toutes les conséquences qui s'en suivent. L'autre problème qui pourrait se poser est le problème du métabolisme du sucre. Le bébé recevra une charge sucrée trop brutale et trop importante à l'heure de l'iftar, ce qui pourrait être néfaste pour lui. Le plus sage et le plus responsable en ce mois béni est d'éviter le jeûne. La femme enceinte porte la vie, il est de sa responsabilité devant l'unique, subhanahu wa ta'ala, de s'occuper de lui et de le protéger comme on protège nos enfants des risques de la route et des dangers de la vie. Avec ou sans jeûne, ce mois est le mois de la prière, des invocations, de la lecture du Coran. Et ça, c'est à pratiquer sans modération. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était la chronique Santé Ramadan du docteur Sarah Laksimi. Une chronique que vous pouvez réécouter sur le site www.francemaghreb2.fr. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. LGF, le grand forum en ce jeudi, nous sommes aujourd'hui le 24 mai et nous sommes le 8e jour de Ramadan. J'espère que tout va bien pour vous, c'est le LGF, le grand forum, votre show, votre rendez-vous qui vous parle avec Fatima Wassak. Bonjour Fatima. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment ça va ma chère Fatima? Ça va bien. Regarde ce beau micro derrière toi qui est fait pour toi, pour la vie tranchée, tout ça, c'est beau hein. Voilà. C'est magnifique. Yasser Loitier est également de la partie ainsi que Damien Charles bien sûr aujourd'hui, donc une belle petite triplette pour vous accompagner, répondre à essayer de donner leur avis évidemment sur l'actualité, puis à la une bien entendu. Et donc la question du jour aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon en expliquant sur LCI que la religion devenait de plus en plus ostentatoire à propos de la nouvelle présidente de l'UNEF. Jean-Luc Mélenchon se positionne-t-il sur la ligne de Manuel Valls et du printemps républicain? On ose poser la question
parce qu'on s'était posé ici à l'intérieur du LGF. Est-ce que même on peut aller jusqu'alors dire qu'il a eu des propos islamophobes, Jean-Luc Mélenchon? On sait qu'il a un problème depuis un moment avec le foulard. Il l'avait d'ailleurs qualifié de torchon à l'époque. Il a toujours ce problème, évidemment. Mais moi, je me suis posé la question, mais pourquoi se coupe-t-il comme ça d'un électorat? On sait que Mélenchon, quand même, il avait fait fort pendant les présidentielles de 2017, et en ayant des propos comme ça, il est en train tout simplement de tuer sa base, quoi. C'est vraiment. Non, mais je me pose la question politiquement. T'as le droit de pas être d'accord, mais Mélenchon, c'est quoi? Qui est-ce qui vote Mélenchon? C'est dans les quartiers populaires, Yasser? Non, le problème, c'est que c'est soit un électorat qui est pas mobilisé, soit lorsque ceux qui sont mobilisés ne demandent rien en échange. En gros, c'est quasiment un chèque en blanc. Donc on voit bien, s'il se permet de le faire, c'est que lui, il se dit dans son calcul politicien, je peux le dire, j'ai rien à craindre politiquement. Et on voit bien que même sa base à la France insoumise, les questions de religion, ceux qui sont membres de son parti politique soutiennent sa position ou carrément ne disent rien. Par contre, ceux qui votent à l'extérieur depuis l'extérieur du parti, par adhésion à Mélenchon, qui serait soi-disant le seul opposant de gauche à Macron, il l'a dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pas la première fois qu'il a quand même soutenu Marine Le Pen au Liban en disant il répondait à comment ça s'appelle? Personne n'impose à un Français comment il s'habille. Donc, et la personne qui l'interviewait lui disait, mais d'accord, donc nous on demande en France aux personnes qui viennent nous visiter de respecter nos coutumes. Mais quand on va chez les gens, on respecte aussi. Il a dit non, personne ne dit à un Français comment il doit s'habiller. Bon. Ouais. Bon, Damien, tu partages son avis sur Mélenchon là, qui commence même peut-être certaines rumeurs à agacer au sein même du mouvement La France Insoumise d'ailleurs. Tu vas être très déçu, Christophe, je ne vais pas te répondre aujourd'hui. Ah oui? J'ai décidé ce matin de lancer une chronique hebdomadaire qui va s'appeler Jean-Luc, j'ai 2 mots à te dire, et qui commence demain. Donc, je rappelle aux auditeurs et auditrices que je suis un membre de La France Insoumise de la première heure, que j'ai donné toute ma sueur pendant la campagne présidentielle, et donc je me sens d'autant plus légitime pour taper du poing sur la table et juste dire quelque chose, c'est que là, Jean-Luc, ça va mal finir. T'es allé trop loin. T'es allé trop loin depuis 2 mois avec ce qui se passe en termes de transparence financière, trop loin avec le cooptage et la prise de contrôle du parti de gauche sur la France Insoumise, trop loin sur les propos polémiques. Et donc samedi, j'espère que ça va trembler un peu. Et je lui promets une belle surprise pour les amphis d'été fin août. Ah oui, très bien. Bon, on regarde ce que ça donne au niveau des sondages là sur la question du jour sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter @GF officiel. Fatima, les propos de Mélenchon pour le coup. Si je peux juste me permettre une chose, je suis désolé Fatima, qui était finalement la plus importante pour rejoindre ce que vient de dire Yasser. En fait, c'est une histoire de rapport de force, tout simplement. Quand il n'y a pas de rapport de force, les politiques ils font ce qu'ils veulent. Ils ne respectent qu'une chose, le pouvoir et le rapport de force. Donc tant qu'il n'y aura pas de rapport de force engagé, notamment de l'électorat potentiel dont on parlait, il tremblera pas Jean-Luc, et puis c'est tout. Fatima, est-ce que tu partages l'avis de Yasser par exemple? Puis je peux même, si je peux me permettre de compléter un petit peu. Alors c'est vrai qu'il y a une première dimension chez Mélenchon. Il y a le côté très franchouillard, avec un discours très néocolonial sur la France centre du monde. Ouais, puis vraiment France centre du monde, la lumière du monde. Il y a ce côté-là. Vous vous souvenez, il a défendu Éric Zemmour en disant que c'était quelqu'un de brillant, d'intelligent, pas raciste. Il avait défendu la ministre, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Rossignol, en disant que non, lorsqu'elle avait eu des propos négrophobes, islamophobes, que non, pas du tout. On voyait le mal partout, on était parano, il y avait rien. Enfin bref, c'est pas, effectivement, ça date pas d'hier. Et c'est pas polémique. Je pense que fondamentalement, Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un d'islamophobe. Voilà, fondamentalement. Mais il y a une deuxième dimension. Islamophobe, d'accord. Oui, après c'est pas le seul sur l'échiquier politique. Maintenant, lui, il exprime son islamophobie publiquement. Et je pense que voilà, Mélenchon pour le coup, il est pas né de la dernière pluie. Il vient quand même du PS. Donc la formation suprême en termes de douille et d'instrumentalisation. Il sait très bien ce qu'il dit, à quel moment il le dit. Moi, je pense qu'il y a effectivement un rapport de force qui se joue au sein de France Insoumise, c'est-à-dire que il y a une tension entre le discours national, ou peut-être que quelque part Mélenchon se dit je perds un peu d'électorat, mais finalement qui vaut pas grand-chose, comme tu disais Yasser, mais en même temps, faut quand même souligner qu'il gagne potentiellement de l'électorat. C'est-à-dire chez cette France populaire ou classe moyenne,
islamophobe. Et donc lui, de son calcul, je pense qu'il se dit que quand même il fait plaisir à cette France-là. Quand je parlais de rapport de force au sein de France Insoumise, c'est qu'à un moment donné, quand même, il y a des élections qui approchent, des élections locales, et que il y a un certain nombre de personnes au sein de France Insoumise qui aimeraient gagner les élections. Ils savent très bien que pour gagner les élections dans les quartiers populaires, accroche-toi si tu veux gagner les élections avec un discours islamophobe. Donc je pense que c'est ça les tensions en ce moment au sein de France Insoumise. Ces tensions qui existent entre ceux qui veulent gagner les élections, qui sont islamophobes ou pas, mais en réalité c'est pas vraiment la question. C'est-à-dire ils veulent gagner les élections et donc ils sont obligés de jouer aussi avec miser aussi sur les quartiers populaires. Et puis ceux comme Mélenchon qui se disent non, finalement le calcul qui va l'emporter, c'est d'aller dans le sens du vent, c'est-à-dire islamophobie et avec cette France cette France raciste quoi. Christophe, il faut aussi regarder un peu les symboles qui ont été adoptés depuis maintenant quelques années avec Mélenchon, c'est qu'on est passé du drapeau rouge et de l'international au drapeau français plus l'hymne national, etc. Donc c'est vraiment il y a une dimension nationaliste qui a été adoptée et ça a été voulu, ça a été. Tu veux dire quoi, Yasser? Tu veux dire que Mélenchon, Le Pen, presque même combat ou quoi? Non. On peut pas dire. Non, attends, vas-y, va jusqu'au bout. Non, mais on dit pas que c'est le même combat. Par contre, c'est les codes de communication politique. Pourtant, ils sont souvent associés. Vous le savez, quand on parle de Mélenchon-Le Pen, on parle de, les journalistes en tout cas, et ça a tendance d'ailleurs à agacer Mélenchon. Bah oui, parce que ça c'est la met sur manipulation. le même pied d'égalité en fait. Oui, mais ça c'est de la manipulation et de la manipulation notamment des partis qui sont au pouvoir, c'est-à-dire de mettre traditionnellement l'extrême droite et l'extrême gauche dans le même panier en disant ce sont les extrêmes qui se rejoignent. Non, le Front National c'est pas la France Insoumise, faut arrêter de dire n'importe quoi. Le Front National ça vient de quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie Le Pen qui a torturé en Algérie, qui a un discours ultra xénophobe, ultra raciste. C'est qu'on en est quand même pas là avec la France Insoumise. Par contre, les codes de communication politique ont été adoptés. Le côté franchouillard, le côté nationaliste a été adopté sciemment. Il sait très bien que ce qui mobilise et encore une fois, les questions identitaires mobilisent. Or, ceux qui les subissent, si je peux inventer un terme, ne se contre-mobilisent pas. En fait, on voit bien qu'il y a une exaspération, il y a une colère, il y a un dégoût, il y a encore une fois, mais le palier de la mobilisation politique au point de peser dans le débat, on n'en est pas encore là. Donc forcément, il y a un calcul cynique qui est fait en se disant peut-être que je vais perdre certains comités de quartier, peut-être certains électeurs, mais je vais quand même aller taper là où l'islamophobie fait élire. Et l'islamophobie, c'est le point de convergence du spectre politique français en entier. Ou alors un calcul, si je peux me permettre, ou alors le calcul même encore plus cynique de se dire Mélenchon c'est pas grave, lui il est à la tête, etc. et il peut se permettre d'avoir ce discours-là raciste. Et puis par contre, calculer le fait que ceux qui sont plus sur le terrain au niveau local, eux par contre se démarquent, mais presque par calcul de Mélenchon en disant non mais nous on n'est pas d'accord avec lui, etc. C'est-à-dire en fait inventer comme ça les tensions. Il y a une fronde anti-Mélenchon quoi. En fait, dans quelle mesure c'est une réelle fronde et dans quelle mesure c'est pas quelque chose qui est mis en scène? Ça, c'est les leaders de la France Insoumise peuvent nous le dire. Enfin, ceux qui font partie de la France Insoumise. Après, il y en a des sincères quand même. La France mais il y a une mise en scène de la part des cadres en fait. Voilà. Et ces cadres, évidemment, on va pas donner les noms parce que j'ai suffisamment de problèmes comme ça. Mais des cadres qui sont politiquement là depuis le PS en fait et qui ont vécu toute l'évolution en passant par le PG. Et certains de ces cadres savent pertinemment que ils ont besoin de travailler ce double jeu parce qu'au national, il y a des enjeux liés au fait qu'on a un lobby qui s'appelle le Printemps républicain, du fait qu'une partie de l'ancien électorat PS, toujours laïcard, a besoin d'être assuré sur la question du confessionnel, mais de l'autre côté, sur le local, on rassure tout le monde en disant mais non, on vous aime, il n'y a pas de souci, et ça porte un nom, ça s'appelle le Parti communiste. Et là, la France Insoumise est en train de devenir le Parti communiste 2.0. Et c'est très inquiétant. On vient de gagner 24 heures sur la chronique de Damien. Parce que finalement, c'est autre chose demain. Non, demain, il veut parler directement à Jean-Luc. On va parler de ce que raconte Jean-Luc en off. Ça va être marrant. Ah, en off? Ah bah oui. Oula. Restez branchés. Restez branchés, soyez là. Demain, Damien Charles, ça va balancer. J'ai plus aucun avenir politique. Ouais, c'est bon, Damien Charles, tu peux dire au revoir à ta carrière politique. Demain. Non, mais ce qui est très étonnant, moi, je m'interroge parce que Yasser, je suis pas d'accord avec toi sur ce que tu dis. Que finalement, le vote des quartiers populaires, ça représente pas grand chose pour Mélenchon. Je suis désolé, c'est quand même là où il est arrivé en tête. Dans beaucoup de villes, tu prends tout le 93 en particulier. Mélenchon est arrivé en tête. Tu prends Marseille. Il est arrivé en tête dans bien des endroits. Dans les villes populaires, Mélenchon a fait fort pour les présidentielles. Oui, ce que j'ai dit au début de mon propos, c'était lorsqu'il est mobilisé, il fait un chèque en blanc. Ça veut dire en fait, c'est qu'on vote et ensuite on laisse faire. Ouais.
Donc lui, en fait, il se sent pas en position de devoir rendre des comptes à ceux qui l'ont porté au pouvoir. Tout comme Hollande l'a fait, par exemple. On sait très bien que ces personnes-là arrivent au pouvoir et ensuite jettent sous le bus, pour prendre une expression en anglais, les personnes qui les ont élus. Et c'est pas un test, ça arrive encore et encore. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a une certaine naïveté à croire que parce qu'une personne est arrivée au pouvoir grâce, entre guillemets, à notre vote, il va être, il va être reconnaissant et tenir promesse. Or, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Le problème qui se pose, c'est qu'une fois que ces personnes-là sont au pouvoir, ceux qui les ont portés au pouvoir sont complètement disqualifiés et éliminés du scénario. Et c'est ça, et c'est pour ça en fait qu'il y a un sentiment d'impunité. D'accord, je profite de votre vote, arrivé au pouvoir, je vous passe dessus. C'est comme par exemple les députés maires, à l'échelle locale, ils vont courtiser les musulmans et faire campagne dans les mosquées, et à l'échelle nationale, dans leur communication, c'est d'islamophobie complètement décomplexée. On l'a vu par exemple avec Pupponi qui va participer à la théorie complotiste du nouvel antisémitisme qui serait porté par les musulmans, etc. Sauf que quand il fait campagne à Sarcelles, où est-ce qu'il va? Il va aller dans la mosquée. Il est pas le seul. On l'a même vu avec Jean-François Copé. Le clientélisme, tu dénonces là. Le clientélisme, voilà. Ouais, mais en même temps, personne ne le refuse. Je veux dire, les mosquées acceptent aussi qu'ils viennent, ce mec, hein. Ils pourraient lui dire non, vous venez pas. J'ai même vu des mosquées à Athis-Mons, par exemple, où carrément on affichait les affiches, on mettait à l'intérieur de la mosquée l'affiche électorale d'une maire UMP, par exemple. Donc là, par contre, ça fait mauvais genre, quand même. Politique, religion, ça fait pas bon ménage, non? Je sais pas, j'imagine. C'est comme Elisabeth Guigou. Ça a toujours été un mélange un peu particulier, quand même. C'est pas un mélange, c'est effectivement, c'est des politiques, des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques qui instrumentalisent et qui, pendant la campagne, sont dans les mosquées pour aller fêter l'Aïd, pour, boire le thé, etc. Et puis, dès qu'ils ont gagné les élections, là, ils hurlent au communautarisme, ils hurlent à l'islamisme, etc. dans les quartiers. Mais ça existe Mosquée de Paris, par exemple. Nathalie Kosciusko-Morizet, notamment, était à la Chorba Pourto, je me rappelle, elle avait même parlé arabe à notre micro. Et puis après, elle a craché sur tous les, en inventant des mots. On allait même partout. Manuelito à Évry, c'était dans toutes les villes, en fait. Manuel Valls, c'est le roi du clientélisme, mais le problème, c'est que Manuel Valls a pu être réélu grâce à des gens comme justement comment dirais-je, on les appelle, grâce à des gens qui effectivement ont répondu à ces je cherche le thème pour pas froisser personne, mais Yasser, je pense que tu m'as compris, voilà, des vendus, des harkis, quoi. En fait, des khobzistes. En fait, voilà, le terme, voilà, en fait, vraiment, il y a un problème, c'est que j'ai toujours été contre, en fait, qu'on se serve des mosquées pour des questions électorales. D'accord, ou que la mosquée se positionne pour tel ou tel candidat. Il faut prendre de la hauteur, d'accord, et dire voilà, on entend ce que vous dites, on peut préparer un débat, mais on ne prendra pas position pour tel, parce que on veut dire, c'est faire un chèque en blanc quand vous avez une autorité morale comme un lieu de culte qui se positionne pour un candidat, etc. Ça fait mauvais genre. J'enlève le mot harki, hein, par contre, parce que on va avoir des problèmes, c'est qu'ils réagissent beaucoup. De problèmes pour aujourd'hui. Ouais. Donc on va se calmer. Je vous présente mes excuses, mes amis. Mais voilà. pour aller encore plus loin, Christophe, c'est que, et ça veut dire, je pense que toutes les personnes qui militent au niveau du terrain en ont fait la même expérience, c'est que souvent les initiatives citoyennes novatrices qui ont un potentiel politique sont souvent immédiatement torpillées par la mosquée locale à la demande du maire. Ouais. Voilà. Alors, vos avis, évidemment, si vous souhaitez prendre part, 01 40 33 9000. Mon cher Damien, va voir quand même ce qui se passe du côté de Facebook et de Twitter pour le sondage. Oui, tu voulais rajouter? Mais il y a quelque chose de très important par rapport à ce que tu as dit, c'est-à-dire, on peut partir sur cette espèce de regard tronqué qui est de dire, l'AFI a fait un hold-up sur les quartiers populaires en 2017. Déjà, c'est pas Mélenchon tout seul sur son destrier. C'est-à-dire que derrière, il y a des gens qui ont travaillé le terrain. Et ces gens-là, théoriquement, c'est des locaux. Mais c'est quand même Mélenchon qui porte quand même le truc, quoi. Ah oui, il le porte à l'échelle nationale, effectivement. Oui. Il porte un message et surtout, il est le porte-parole d'un programme. Ouais. Mais le travail, il se fait au local. Parce que le passage télé, combien de pourcentage de personnes l'ont vu, le passage sur Facebook, combien de pourcentage de personnes l'ont vu, etc. Le vrai travail au moment du terrain pour convaincre les gens politiquement d'un projet, ça ne peut se faire que lors de conversations et que avec des gens qu'on considère de confiance. Et ça, tu ne peux le faire qu'avec des équipes de terrain. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a des groupes politiques clientélistes qui réussissent si bien, c'est parce qu'ils ont des agents de relais dans tous les espaces communautaires. Je peux reciter son nom, il s'appelle Jean-Christophe Lagarde. Il a des relais dans tous les espaces communautaires. Maire UDI de Drancy. Maire UDI de Drancy. Il a un représentant dans la communauté portugaise, il en a un dans la communauté serbe, etc.
etc. Et ces gens-là qui sont les gens qui représentent la caution vont ensuite faire le travail de terrain par la conversation. Et donc ça suffit pas seulement de passer à la télé et d'être invité sur les plateaux. Il y a aussi ce travail de terrain. Non mais d'accord, tous d'accord qu'il y a un travail fait de l'intérieur pour Mélenchon, mais quand même Mélenchon a eu ce talent, j'allais dire, de faire une campagne où il a su convaincre quand même plus de 7 millions de personnes qui ont voté pour lui. C'est le meilleur orateur actuel. Voilà. On est d'accord là-dessus. Il est bon. Mais il faut pas qu'on Non, j'allais dire, il faut pas qu'on oublie aussi que il y a Mélenchon et puis il y a les alternatives en fait, parce que quand on dit c'est un chèque en blanc qui est signé de la part notamment des habitants des quartiers populaires, notamment à France Insoumise, mais effectivement à l'époque au PS par exemple, on signe pas le chèque en blanc juste parce que Mélenchon est bon ou est fort ou le PS était bon et fort à l'époque. C'est aussi parce que il y a la peur de voir l'extrême droite au pouvoir, la droite même, pas forcément l'extrême droite, parce qu'il faut voir ce qu'on a comme alternative en France à part Mélenchon aujourd'hui. Chantage à l'extrémisme. Mais et surtout sur chantage mais si c'est pas Mélenchon, c'est qui à la place? Enfin il y a ce côté-là, si c'est pas la France Insoumise, il y a qui en termes d'organisation politique structurée qui puisse répondre qui puisse répondre à des enjeux sociaux. Parce que effectivement, alors il peut y avoir du racisme, d'islamophobie. Après il y a aussi il y a d'autres questions sociales. Il y a ça et puis et une organisation qui soit reconnue, légitime, qui ait des députés, qui ait une force, qui ait de l'argent, qui ait une administration, etc., etc. Parce qu'on peut militer comme ça vite fait à droite à gauche, mais on n'a pas la puissance de frappe, la machine de guerre comme peut l'avoir Mélenchon avec la France Insoumise. Donc il y a ça aussi. Il y a aussi de la part de ceux qui votent pour Mélenchon et France Insoumise, en réalité un calcul très rationnel qui est il y a pas grand chose d'autre et puis c'est quand même mieux que l'extrême droite, c'est quand même mieux que les républicains, etc. Donc je vous pose une question, moi, est-ce qu'il y a un vote communautaire, est-ce qu'il y a un vote dit musulman, est-ce qu'il y a une organisation qui fait que par exemple, alors je sais pas, apparemment les chiffres auraient même d'ailleurs progressé, ce serait plus 4 à 6 millions mais plus 8 à 10 millions de musulmans en France, est-ce que vous pensez qu'il y a un vote communautaire qui pourrait s'organiser et peut-être faire poids justement pour un candidat futur? Là on voit par exemple que pour les présidentielles ça a été Mélenchon, mais il y a aussi beaucoup d'Asselineau. Il a su convaincre les quartiers populaires. Asselineau, c'est un truc de fou. Oui. Il a fait un tabac. Bon, pas au niveau des chiffres, évidemment. Oui. Non, mais voilà. Il avait des meetings pleins. Ça pose quand même des questions, quand même. Les votes qu'il a eu dans le reste de la France par rapport aux quartiers populaires. C'est vrai que c'était largement supérieur dans les quartiers populaires. On sait qu'il y avait un vote juif, pour faire clair, en France. Y a-t-il un vote musulman? Alors, moi, je trouve que la question du vote communautaire, du vote musulman, elle est biaisée, parce qu'en réalité, alors, au-delà sans parler de vote communautaire, on va dire vote des quartiers populaires, plutôt. En fait, en réalité, la question logique qu'on devrait poser, c'est plutôt, est-ce qu'il existe une organisation politique dans les quartiers populaires? Est-ce qu'il existe un pouvoir politique porté par les quartiers populaires? Et on pose jamais cette question-là du pouvoir que peuvent avoir les quartiers populaires et de comment les quartiers populaires s'inscrivent dans la prise de décision, par exemple. Et à la place de ça, on pose la question simplement de la délégation, de la représentation, donc du vote. C'est-à-dire, les quartiers populaires n'ont pas de pouvoir, et ça, c'est un fait, et on l'interroge pas. Par contre, on pose la question de est-ce que, ils votent dans un seul sens, etc., etc. Non, il faudrait poser la question de l'organisation politique. Enfin, le vote, c'est aussi une question de rapport de force politique. Je disais, Mélenchon profite du fait qu'il n'y a pas forcément d'alternative. En réalité, il y en aurait des alternatives si les quartiers populaires pouvaient s'organiser, parce qu'effectivement, comme tu dis, Yasser, il y a une volonté de s'organiser. Après, il faut voir le sabotage aussi pour empêcher l'organisation des quartiers populaires. Mais je pense que la question prioritaire, c'est celle-là. C'est, quelle organisation politique pour les quartiers populaires. Stéphanie, en fait, je prends encore un exemple. Je cite souvent Atis Mons. Une initiative politique a été organisée localement, se mobiliser pour les élections, etc. D'accord? Eux, ils s'étaient dressés contre l'interventionnisme du consulat marocain, etc. Bon, j'en ai parlé, avec Christine Rodier, etc. Le sabordage est venu non seulement de la mosquée locale, mais en plus de soi-disant prédicateurs très connus en France, qui ont été les premiers à se prononcer contre leurs initiatives sous couvert de semer la discorde, etc. Moi, je nomme pas parce que justement... Prédicateur très connu en France. Non, mais quand je nomme des gens, les gens après, ça va devenir un potin. Je préfère que mon propos reste en fait non nominatif, comme ça on se concentre dessus. Il y a un problème de fond, parce que ce qui s'est passé à Atis Mons, il se passe partout ailleurs. Et quand je parle maintenant d'organisation politique, ce que je disais encore la semaine dernière dans ma chronique, c'est que ce qu'on appelle les musulmans, qui s'identifient à la religion ou à la culture, restent néanmoins une des communautés de foi. Et donc, la mosquée joue un rôle
important, pour pas dire fondamental. Or, lorsque c'est la mosquée qui se met en travers de leurs initiatives et s'allie avec des politiciens véreux locaux pour justement, en suivant le schéma du clientélisme classique, comment voulez-vous que ces gens-là s'organisent? Dans certains... 10 secondes, je parle 10 secondes? Non, même pas, vas-y. Même pas? Bon, on l'aura après. Hein. Ouais, on l'aura après, t'inquiète, Yasser. Dans un instant, Macron, son oreille va encore siffler. Oui, Fatima Bouassak s'en occupe. Dans un instant, elle sort l'ordonnance anti-Macron, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum avec Fatima Bouassak, avec Yasser Louati, Damien Charles. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Et nous allons passer au premier avis tranché de l'après-midi, signé Fatima Bouassak, celle qui est passée à la télé. Oui, mais elle passe sur France Maghreb 2 maintenant, tout de suite, pour son avis tranché. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Je précise que Fatima Bouassak est la première à inaugurer le tout nouveau micro réservé pour les avis tranchés. Fatima Bouassak, on vous écoute. Alors vous l'avez sans doute vu dans les médias, un rapport sur l'action publique dans le 93 a été publié et va être présenté au Parlement la semaine prochaine. Dans ce rapport, on parle, je cite, des défaillances d'un État à la fois inégalitaire et inadapté envers le 93. Alors il y a dans le rapport des choses qu'on savait déjà. Le fait que dans le 93 sont concentrés les habitants les plus pauvres de France métropolitaine, ainsi que les taux de chômage parmi les plus élevés. Mais on apprend des choses qu'on ne savait pas forcément, en tout cas pas de manière chiffrée. Ainsi, en matière de justice, on apprend qu'il faut 1 an pour avoir une audience au tribunal d'Aubervilliers, contre moins de 2 mois à Paris. Mais surtout, concernant l'école, parce que pour moi, c'est vraiment l'enjeu politique central aujourd'hui. On lit, je cite, que le moins doté des établissements parisiens est mieux doté que le plus doté des établissements de Seine-Saint-Denis. Donc en clair, ça veut dire que ce qu'il y a de plus pourri à Paris est mieux que le top en Seine-Saint-Denis. Enfin, cette phrase, je la trouve vraiment choquante. Même, connaissant un petit peu les chiffres concernant l'éducation, enfin, je trouve que quand même, c'est particulièrement alarmant. Concernant les professeurs, le rapport souligne que, je cite, la Seine-Saint-Denis est une école de formation bis pour les fonctionnaires stagiaires ou débutants. C'est-à-dire que les profs viennent dans le 93 pour s'essayer, se former quand ils sont débutants, pour prendre des points des primes supplémentaires, parce que quand même ils doivent être récompensés pour oser affronter comme ça la jungle du 93. Et dès qu'ils ont pris l'expérience, les points et les primes qu'ils avaient à prendre, ils repartent dans leur Jura natal ou dans les beaux quartiers à Paris ou ailleurs. Alors, face au constat alarmant du rapport précité en termes de discrimination structurelle, on est tenté de poser la question de savoir ce que répond le pouvoir en place, le gouvernement, et d'être en demande face à ce gouvernement, d'être en attente. Et on écoute donc le discours fleuve d'Emmanuel Macron à l'Élysée, celui d'il y a 2 jours, et alors on est déçu. On se dit qu'il y a enfumage, pour reprendre une expression que j'ai beaucoup lue dans la presse hier et aujourd'hui, et on se dit que Emmanuel Macron ne propose rien pour changer les choses. Alors là, je m'arrête. Je voudrais qu'on se dise une bonne fois pour toutes, il faut arrêter avec cette logique d'attendre quoi que ce soit de positif du pouvoir quand on vit dans les quartiers populaires. Parce que déjà, Emmanuel Macron ne fait pas rien concernant les quartiers populaires. Il fait même beaucoup. C'est juste qu'il fait pire, mais il fait. Car que fait Macron ? Et c'est important de ne pas écouter ce que dit Macron, mais de regarder ce qu'il fait. Donc, que fait-il ? Privatisation des services publics gratuits ou peu chers jusqu'alors, renforcement des inégalités fiscales avec des cadeaux fiscaux aux plus riches, casse des droits sociaux des salariés au profit du patronat, chasse accrue des migrants et des migrantes, moins de moyens aux écoles, moins de moyens aux hôpitaux, casse du système d'éducation avec Parcoursup, donc une mise en concurrence accrue entre les élèves et entre les étudiants, augmentation de la répression policière que subissent les quartiers populaires, avec l'annonce de 1300 policiers supplémentaires pour lutter contre l'insécurité, alors que l'État a été condamné pour contrôle policier raciste, et donc que la police en réalité est de fait pour nous source d'insécurité. Et ainsi, dans des espaces où Dieu merci nous sommes très solidaires, Emmanuel Macron et son gouvernement veulent créer une plus grande concurrence entre nous. Et
en réalité, où on se battrait pour des miettes, en plus. Miettes que seuls quelques-uns d'entre nous auront le plaisir de grignoter. Oui, parce que dans le 93, encore plus qu'ailleurs, on a droit au discours paternaliste de ceux qui viennent avec leur casque de safari et leurs bottes de cow-boy, comme s'ils étaient au zoo, s'extasier sur les belles énergies du 93, sur les talents qu'il serait dommage de gâcher, etc., etc., avec cette idée qu'il faut sauver la crème de la crème des quartiers populaires, parce que ce serait dommage quand même que le capitalisme ne puisse pas se faire un gros billet dessus. Voilà, donc Macron fait beaucoup. Il faut arrêter de dire qu'il ne fait rien pour les banlieues. Je pense d'ailleurs que le pire est à venir. Donc je le redis, il ne faut pas être déçu par Macron, il ne faut pas être en attente vis-à-vis de lui, en attente de son agenda, en attente de ses vieilles déclarations creuses et arrogantes. Il ne faut pas être en attente vis-à-vis de Macron, il faut combattre Macron. Il faut combattre son programme, il faut combattre le plan qu'il a pour nous, il faut combattre le plan qu'il a pour nos enfants. Et pour cela, il faut se mobiliser collectivement, mais pas pour se fliquer les uns les autres. Oui, parce que alors j'ai dit qu'on s'en foutait un petit peu de ce que disait Emmanuel Macron, mais quand même je le cite parce que ça vaut son petit pesant de pistache. Donc je le cite. Tout le monde est acteur de la protection collective. Quand on refuse de mettre un terme aux violences dans son quartier, on en devient en quelque sorte complice. Nous devons construire une société de la vigilance dans tous les quartiers. Non, nous ne voulons pas être vigilants les uns contre les autres dans les quartiers populaires. Nous voulons être vigilants vis-à-vis de la politique qui est conduite aujourd'hui par le gouvernement, politique qui nous mène dans le mur. Il faut au contraire nous mobiliser pour, être solidaires les uns vis-à-vis des autres, recréer de la conscience de classe dans nos quartiers, recréer du lien social, un peu comme le faisaient à l'époque les communistes, avant qu'ils ne trahissent complètement les quartiers populaires. Et puis aussi, il faut nous mobiliser pour être dans les espaces de décision, pour créer un rapport de force politique quand il s'agit de notre sort et de celui de nos enfants. Je parle de tous les espaces de décision, qu'ils soient formels ou informels, autonomes ou institutionnels. Pour conclure, il ne faut pas se mobiliser pour obtenir quelque chose de Macron, pour se fliquer les uns les autres, pour être dans la concurrence les uns vis-à-vis des autres. Il faut se mobiliser pour décider pour nous-mêmes et pour nos enfants. Il faut se mobiliser pour défendre nos valeurs, les valeurs de libération, d'égalité, de justice et de respect de la dignité humaine. Il faut se mobiliser pour vivre heureux et respectés dans notre dignité et pour que nos enfants puissent vivre heureux et respectés dans leur dignité. Voilà, parce que le top of the pop pour nos enfants, c'est pas qu'ils finissent Uber. Voilà, en tout cas, c'est pas notre ambition suprême. Je termine par dire que ce samedi 26 mai, lors de la manif Raz-de-marée qui est prévue à Paris, le comité Adama et Assa Traoré appellent à un braquage du cortège de tête pour dire que la question sociale aujourd'hui, c'est nous, c'est les quartiers populaires. Donc soyons nombreux à ce 26 mai pimenté, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Rendez-vous donc samedi 26 mai, gare de l'Est à 14h. Merci beaucoup Fatima Ouassak pour cet avis tranché. Tiens, je me retourne tout de suite vers Yasser Louati pour voir ce qu'il a pensé de cet avis tranché. Écoute, c'est vrai que là-dessus il n'y a aucune surprise. Maintenant, encore une fois, c'est que Macron fait du Macron comme toujours et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Son discours, encore une fois, c'est en fait sincèrement, c'est que on a une personne qui fait de la communication et qui enfonce le clou avec plus de communication. Et c'est vrai que le terme enfumage est vraiment le plus approprié. Donc on parle des énergies, etc., des talents qu'il faut pas gâcher. Bon, je suis désolé, sous Macron, on voit bien que les talents dont il parle, sont des talents qui viennent d'une catégorie spécifique de la population. Ce ne sont pas tous les talents qui sont les bienvenus, parce que si tous les talents étaient vraiment bienvenus, il agirait contre les taux de discrimination qui sont stratosphériques dans les quartiers populaires et qui ciblent particulièrement les populations racisées. Donc ici, il vient encore une fois faire une dose de paternalisme et de ce qu'on appelle le complexe du sauveur blanc. Je descends dans Tour d'Ivoire pour vous dire que demain sera plus radieux si on travaille ensemble. Or, cet ensemble n'existe pas puisqu'il concerne qu'une catégorie de la population. Or, Macron n'est pas le président des quartiers populaires. Je rappelle qu'il a quand même été élu par défaut, qu'il a été élu alors que la majorité s'est abstenue. Il y a quand même eu 51% de Français qui se sont abstenus pendant la présidentielle et 55% pendant les législatives. Donc en gros, c'est un président qui a été élu et qui est arrivé à l'Élysée tout nu. Or maintenant, pour se refaire une légitimité sur les questions sociales, moi sincèrement, j'écoute même plus ce qu'il dit. Pour être honnête, je ne prête même plus attention à ce qu'il raconte parce que on connaît la tarte à la crème, on va encore venir encenser le dynamisme oublié des quartiers populaires. Mais le fin mot de l'histoire, c'est que la seule relation que l'État entretient avec les quartiers populaires, c'est la relation d'État-répression. Ce n'est pas un État-providence. On voit bien que les crédits ont été enlevés aux associations, que les bailleurs sociaux sont toujours à la ramasse en termes de
pour répondre à la demande, sincèrement, aux personnes qui s'attendent à quoi que ce soit de la part de Macron sur la question des quartiers populaires, ça m'en dit, mais sortez un peu votre nuage. Voilà, Fatima, tu es sorti de ton nuage. Non, Fatima, non. Non, mais... Non. Elle l'a jamais été. Ah non, voilà, elle l'a jamais été. Maintenant, c'est que, quand on voit la couverture médiatique qui est disproportionnée à chaque fois que Macron va parler des quartiers populaires, on se souvient encore une fois de son discours il y a quelques mois, qui fait le lien entre discrimination au travail, et puis communautarisme, et puis radicalisation, etc., etc. Non, c'est du flan, tout ça. Bon. Damien, un petit commentaire peut-être à ce que vient d'expliquer en long, en large Fatima Ouessak dans son avis tranché? Au top, Fatima. Bon, ok, super. J'irai liker sur Facebook. Si je pouvais juste rajouter une chose, j'aurais dit État répression comme Yasser, et j'aurais rajouté État sous perfusion. Moi, ce qui me fait le plus peur, en fait, c'est l'orchestration de la part des échelons supérieurs de la politique, de comment doivent s'organiser les gens dans les quartiers populaires. C'est-à-dire qu'on a enfumé les gens pendant 10 ans avec ce qu'on appelait la démocratie participative. On est allé dans les quartiers en faisant venir des gens des ministères et en disant bah voilà, on va vous démocratiser, on va vous montrer comment ça marche. On a fait émerger entre guillemets des pseudo-leaders, ceux qui sortaient du rang. Ceux-là, bah, on en a fait des groupsistes en leur proposant des postes assez alléchants sur des listes. Et 10 ans plus tard, on en est retourné à la case départ, mais en pire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'organisation et il n'y a pas de démocratie. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors maintenant, je voulais qu'on parle, si vous le voulez bien, parce que ce fut rare, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, des propos d'un homme politique et pas n'importe lequel, à propos de Gaza. Écoutez plutôt. Oui. L'Iran. Gaza, Jérusalem. Oui. Est-ce qu'on peut accepter, est-ce qu'on peut considérer que le droit à la sécurité d'Israël, que nous reconnaissons et que nous garantissons, la France a toujours été d'une clarté formidable sur ce sujet, est aussi un droit au massacre des populations palestiniennes? C'est un massacre qui a été commis par les troupes israéliennes. Quand vous tirez sur des citoyens, sur des Palestiniens, des enfants, des femmes désarmés, ça s'appelle comment? Ça s'appelle un massacre. Vous savez, en matière internationale, si vous ne nommez pas, vous perdez la boussole, vous perdez le nord. Il faut dire, et la diplomatie française, si elle perd sa capacité à nommer, elle perd ses dents, elle perd sa crédibilité. Dominique de Villepin, chez Bourdin, à propos de Gaza, il n'a pas hésité à parler de massacre. Est-ce que vous lui trouvez un certain courage à Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, avec ce discours, vous en souvenez, en 2003? Ouais. Moi, qui restera dans l'histoire ce discours. Alors celui-là, oui. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage en France que les hommes politiques et les femmes politiques aient beaucoup de courage quand ils sont pas au pouvoir, en fait. C'est quand même assez remarquable. Tu veux dire qu'il aurait eu moins de courage s'il était Premier ministre en poste, par exemple? Franchement, il a été ministre de l'Intérieur, Villepin, au moment des révoltes populaires de 2005. C'est lui qui a voulu le couvre-feu, vous vous souvenez, donc couvre-feu colonial. Donc voilà, au moment où il était au pouvoir, il n'était pas super il était pas aussi humaniste et puis aussi précis, aussi courageux comme tu dis, Christophe. Après là, c'est quand même remarquable, hein, cette déclaration qu'il fait, effectivement. Et puis depuis quelques années déjà, il a un bon discours sur la politique étrangère notamment. En même temps, faut quand même rappeler que de Villepin n'a plus aucune fonction politique. Oui. Donc forcément, ça libère un petit peu, mais comme tu disais, Fatima, on aimerait voir du courage quand on est en poste. Or à chaque fois, c'est la même chose. Quand on est en poste, on hurle avec les loups et on se cache avec les lâches. Par contre, dès qu'on quitte son poste, ça y est, on se retrouve à un courage et on commence à parler, à dénoncer. Or, on a besoin de voir un pays comme la France se tenir, non pas et devenir un pays engagé dans la cause palestinienne, mais au minimum garantir le droit international. Or, un État voyou comme Israël jouit non seulement d'une impunité totale, mais en plus se permet de venir faire pression ici même en France via ses différents relais pour imposer un agenda aux politiques qui sont suivies au Quai d'Orsay. Oui, alors Dominique de Villepin, courageux ou pas? Alors, juste une toute petite précision pour que ça fasse pas polémique à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'État sous perfusion. Juste toute petite précision de 10 secondes quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de leader dans les quartiers. En fait, il y en a, mais simplement, soit l'État tente de les invisibiliser, soit l'État tente de les radicaliser. Donc, tel quel, il n'y a pas de leader reconnu. Voilà. Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, c'est le chiracisme.
Donc c'est vrai que ça nous manque un peu en fait à l'international, parce que après avoir vécu 10 ans de traumatisme sous Hollande, on s'en rendait pas forcément compte à l'époque. C'est vrai que depuis, en fait c'est plus de plus de stabilité en fait, et oui effectivement ça manque, et puis surtout c'était la droite pro-arabe entre guillemets. En tout cas qui exigeait quand même que sa souveraineté nationale soit davantage respectée, parce que là t'as quand même un petit peu l'impression au fur et à mesure depuis Sarkozy et Hollande etc que la France est le toutou des États-Unis, mais vraiment, c'est-à-dire que chose qui était moins le cas quand même évidemment sous De Gaulle, mais sous en Chirac, 2003 vous vous souvenez c'est partie de l'héritage. Ouais. Alors donc Dominique de Villepin, effectivement, précision utile apportée par Yasser, c'est qu'il n'est plus en poste. Et c'est vrai que depuis quelques années, quand même, il se fait remarquer par des propos pas inintéressants. Pour la remarque, on n'oubliera pas l'affaire Clearstream quand même. Oui. Faut pas l'oublier. Ouais. Je précise, au cas où vous ne seriez pas au courant, que le Premier ministre en poste, lui, Édouard Philippe, a annulé un déplacement en Israël. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait savoir. Alors pour des raisons officielles des raisons de politique intérieure, un emploi de temps assez surchargé. Mon œil, ouais. Et pas sûr qu'il ait pardonné. Vous savez ce qu'il est arrivé à son neveu. Il a eu des problèmes de son neveu, Édouard Philippe, en Israël. Et personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Effectivement. Tu peux nous rappeler ce que c'était? Apparemment il avait été alors si je fais appel à ma mémoire, hein. C'était je crois l'année dernière, en fin de l'année dernière, il a été des Israéliens, il y avait lui et 2 autres copains, dites-moi si je me trompe, mais je pense de mémoire en tout cas comme ça, me rappeler de cette histoire en tout cas que personne n'avait évidemment évoqué. Yasser, c'est bizarre. Édouard Philippe, son neveu serait fait massacrer dans un autre pays qu'en Israël, alors en particulier dans un pays maghrébin, ça aurait fait la une des journaux. Bon. Ça dépend quel état. Si c'est en Arabie Saoudite? Oui, je pense aussi au Maroc, hein. Ouais. Parce qu'il y a eu tellement de casseroles de responsables politiques au Maroc, et on va dire qu'ils ont toujours été très bien traités par le roi marocain, et vice versa quand c'est des Marocains en France. Bon, allez, on y va, c'est parti pour le zapping avant de retrouver dans quelques instants l'avis tranché de Yasser Louati. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est des Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barr. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Pas de votre calmement, mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre étalon. Alors, dans notre zapping, j'adore ce jingle, et bravo à celui qui l'a conçu. Les mouvements qui se multiplient ces dernières semaines, Air France, SNCF, mais aussi salariés de la fonction publique, mais il n'y a pas de convergence des luttes en France, selon Emmanuel Macron. Une phrase prononcée lors du Conseil des ministres. Il connaît en convergence des intérêts des actionnaires, ça oui je vois bien, mais des luttes je vois pas. Non, je l'ai jamais vu dans les mobilisations. Depuis le début, de toute façon, à certains moments, il n'hésite pas à nous insulter, il n'hésite pas à insulter les salariés. Je suppose que c'est son caractère transgressif, mais ça montre aussi qu'il est un peu aux abois. Voilà, il peut nous la jouer tranquille, etc. Je pense que les référendums à Air France, le référendum de ce matin à la SNCF, les mobilisations qui se préparent, y compris d'ailleurs l'échec clair de Parcoursup qui est en train de se faire, tout ça à mon avis aujourd'hui il y a de quoi l'inquiéter, quoi. Hier pour la première fois depuis longtemps, il y avait tous les syndicats de fonctionnaires de la fonction publique unis, donc ça montre bien que de plus en plus se rassemblent aujourd'hui dans le pays, c'est de sa politique, aussi bien les salariés, les fonctionnaires, mais également tous ceux en réalité qui produisent des richesses et qui voient de plus en plus une politique inégalitaire se faire et les richesses dilapidées par quelques-uns. Il n'y a pas de convergence des luttes selon Emmanuel Macron, Fatima Wassak. Ouais, non mais après, alors ce que dit l'interlocuteur là qui a parlé. Éric Coquerel de la France Insoumise. Voilà, sur le mépris. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose de particulièrement caractéristique d'Emmanuel Macron. C'est le mépris qu'il peut avoir pour les gens qui luttent, les mépris qu'il peut avoir pour les syndicats, le mépris qu'il peut y avoir pour les travailleurs, etc. Il est d'une arrogance extrême. Donc, ça participe de son mépris de dire qu'il n'y a pas de convergence des luttes. Voilà, il tente d'isoler les luttes les unes par rapport aux autres, évidemment. J'espère que ça va donner encore plus de courage et encore plus de volonté aux uns et aux autres, justement, de tenter de faire alliance et de tenter de s'unir pour que le mouvement soit encore plus massif. Yasser, un petit mot, il n'y a pas de convergence des luttes? En fait, il y a d'abord la question qui se pose, c'est que vous savez qu'il y a une fragmentation des luttes
Mais c'est vrai que ceux qu'on peut estimer être le groupe majoritaire dans les luttes n'ont toujours pas compris que la question raciale est fondamentale dans les quartiers populaires. Et je peux parler par exemple de la mobilisation concernant l'état d'urgence. Il a fallu réexpliquer que c'était les musulmans qui étaient ciblés en premier. Or, pour citer un militant d'extrême gauche pour qui j'ai fini par avoir de la sympathie parce qu'il a quand même évolué sur la question, un jour on est en manifestation, il me dit « Bon Yasser, tu ramènes quand les gars des quartiers pour qu'ils déboulent à plusieurs milliers ?» Donc en gros, c'est ces personnes-là qui ont déjà des luttes qui sont quand même fondamentales et des fois c'est des questions de vie ou de mort. On voit avec la question des violences policières. Pour des organisations syndicales et pour des militants entre guillemets historiques, la question de l'islamophobie et du racisme et des violences policières dans les quartiers populaires ne sont que des questions cosmétiques. Or, c'est tout à fait normal que les militants des quartiers populaires prennent leur destin en main et militent de leur côté jusqu'à ce que le reste des militants des organisations entre guillemets, j'ai envie de dire blanches, comprennent qu'on milite d'égal à égal. Et c'est pas ma lutte qui vient alimenter ton discours pour te faire passer pour un humaniste et une personne qui a en fait décidé de la convergence des luttes. Encore une fois, vous pouvez, et sincèrement, je le vois encore avec des grandes organisations, avec des militants, des fois ils sont vraiment sincères, pour eux ça ne leur parle pas. Il n'y a qu'une question de classe, or la question de race, ils ne veulent pas entendre parler. Malheureusement, j'ai envie de dire, pour ces organisations-là, il n'y aura pas convergence tant que vous ne prendrez pas en question, vous ne prendrez pas en sérieux la question qui sont primordiales pour les quartiers populaires. Je le dis ici au micro de France Maghreb, mais c'est ce que je dis aussi à Nuit Debout. Et je leur avais dit, si vous n'allez pas vers les quartiers populaires, vous ne prenez pas au sérieux leurs questions, vous allez tourner en rond et vous essouffler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tourné en rond, ils se sont essoufflés. Alors, autre chose dans le zapping, Damien a quelque chose à dire là-dessus, mais... Oh bah oui, plein de choses, est-ce qu'on a le temps? Oui, vas-y. Bah pour moi, il n'y a pas de convergence des luttes, ça n'existe pas, ça fait 10 ans que je milite, je l'ai jamais vu et j'y crois plus. Pour moi, il n'y a que des rapports de force entre les luttes. La convergence, c'est dire on s'assoit tous autour d'une table et on se donne tous un numéro et on est gentil, on dit qu'on va tous s'entraider. En fait, il n'y a que le rapport de force et en fonction du rapport de force et du pouvoir que chaque agent de lutte représente, il va gagner le respect des autres. L'idée même de convergence des luttes, c'est un fantasme hérité de la gauche qui ne connaît pas ses classiques et qui maîtrise très mal la théorie de la grève générale de Fernand Pelloutier, qui date de 1862. Et c'est pas parce qu'on fait la grève générale qu'on arrive à faire convergence des luttes. Le fantasme, c'est dire les infirmiers, puis derrière il y aura les policiers, puis derrière il y aura les ouvriers, puis derrière il y aura les mineurs, et on fera la convergence des luttes. C'est pas ça la convergence des luttes, parce qu'il y a des référentiels de valeurs aujourd'hui qui s'opposent. Je suis un très grand défenseur de la cause homosexuelle et un très grand activiste contre les atteintes qui sont faites aux homosexuels, mais je croirais vraiment à la convergence des luttes le jour où je verrai les sœurs de la perpétuelle indulgence se déplacer pour manifester contre les violences policières à Aulnay, par exemple. Là, j'y crois. Bon, suite de notre zapping dans un instant. Et avant cela, l'avis tranché de notre ami Yasser Louati. On va parler de crypto-monnaie. Est-ce que tu connais, Fatima Wassak, la crypto-monnaie? C'est une monnaie alternative? Eh ben oui, justement, et c'est une mosquée d'Angleterre qui a choisi la crypto-monnaie pour la zakat et pour la sadaqa. Et notre ami Damien Charles, oui, on le savait pas, mais il est spécialiste en crypto-monnaie et il va nous expliquer que la crypto-monnaie fait peur, fait flipper les banques. Donc du coup, c'est peut-être intéressant de s'y intéresser. Et il va nous en parler dans un instant, ne bougez pas. Restez avec nous, c'est le LGF. Fatima Wassak, Yasser Louati, Damien Charles, ils sont là. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est jeudi aujourd'hui, oui, ça sent bon le week-end qui approche à grands pas. Et en plus, messieurs dames, il va faire un beau... Bon, je sais pas si ça va rassurer les jeûneurs. Fatima Wassak, Yasser Louati et Damien Charles sont avec nous aujourd'hui. Et voici donc le deuxième avis tranché. C'est signé Yasser Louati, l'avis tranché, dont voici le jingle, bien sûr. Alors piétinez-moi, allez-y! Décidément, aujourd'hui, l'oreille de Macron risque de siffler un bon coup, Yasser Louati. Bah écoutez, c'est quand même sidérant qu'aujourd'hui, sous Emmanuel Macron, tout le monde s'accorde pour pouvoir devenir son idiot utile. Je m'explique.
Après les multiples crises d'hystérie nationale des années 90 et 2000, les mamans voilées, nounous voilées, jupes longues, burkini et les multiples lois islamophobes votées dans la foulée pour interdire toute visibilité musulmane dans l'espace public, faisant ainsi de la France le seul pays où le nombre de femmes voilées est plus important que le nombre de chômeurs ou de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, le foulard de Menel, le foulard de Latifa Ibn Ziaten et j'en passe. Voilà maintenant une énième polémique autour de la tenue vestimentaire d'une femme de confession musulmane. Je parle bien entendu de Mariam Pouchtou, militante syndicale à l'UNEF, à la Sorbonne. Petit rappel des faits. Alors que le mouvement étudiant bat son plein, M6 s'interroge une syndicaliste qui disait... Enfin bref, plus personne ne se souvient. Quelqu'un se rappelle? Non, plus personne ne s'en souvient parce que tout ce qui a focalisé l'attention du débat public, c'était ce qu'elle portait sur la tête. Alors, symbole de la suprématie blanche qui gouverne ce pays, personne n'a voulu entendre ce que la jeune femme avait à dire, ni au sujet de la mobilisation étudiante, et symbole de cette suprématie blanche doublée d'un patriarcat primitif, la jeune femme a beau s'être expliquée au sujet de son foulard, chose qu'elle n'avait pas à faire, je le rappelle, tout le monde s'est écrié, non, c'est pas vrai, ce foulard est un symbole d'islam politique. La polémique a encore une fois été déclenchée par un lâche aux méthodes dégonflées, plus connu sous le nom de Laurent Bouvet et son groupe de pression, le Printemps républicain. Et qui a suivi celui qui déclarait en pleine affaire du viol de Madame Diallo à New York, nous sommes tous strauss-kahniens et balance ton mec super cool en pleine affaire balance ton porc? Qui a suivi Laurent Bouvet? Je cite Marlène Schiappa qui occupe le poste de secrétaire d'État aux droits des femmes et pour engager la responsabilité de l'État dans cette hystérie islamophobe, c'est le crypto-facho et ministre de l'Intérieur en fonction Gérard Collomb qui fait le parallèle entre port du foulard et militantisme au profit de groupes terroristes. Il y a certes de quoi être illustré par la campagne de diabolisation contre une jeune femme qui devra vivre avec cette polémique pour le reste de sa vie. Mais que cette hystérisation du débat public révèle surtout qu'elle est, comme toutes les autres, savamment orchestrée et alimentée en plein mouvement sociaux. Celui qui a encore une fois tiré la carte de l'idiot utile, après avoir hurlé avec les loups pendant l'affaire du Burkini, n'est autre que le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui estime que la religion, comprendre l'islam, est de plus en plus visible. C'est tout de même risible de voir celui qui s'estime être l'alternative mettre en sourdine un mouvement social au profit d'une polémique identitaire. Maintenant que le racisme anti-musulman prouve une fois encore qu'il est le point de convergence de tout le spectre politique français, il faudrait se demander quand même à qui profite le crime, et j'ai envie de demander. Comme le disait Manuel Valls il n'y a pas si longtemps en plein mouvement Nuit debout, oui il y a le chômage, oui il y a l'économie, mais ce qui compte c'est la bataille culturelle, c'est la bataille identitaire. Et oui, des débats identitaires, des théories du complot concernant les musulmans ou ceux qu'on appelle les musulmans, mais pendant ce temps-là, Emmanuel Macron continue sa destruction de ce qu'on appelait jadis l'État-providence, destruction de la formation professionnelle, destruction de l'apprentissage, réforme de l'assurance chômage et mise sous surveillance des chômeurs, et j'en passe et des meilleurs, au point qu'aujourd'hui les patrons du CAC 40 s'estiment être en lune de miel avec le dénommé Emmanuel Macron. Ce qui pose fondamentalement problème, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon représente la stupidité malheureusement de la classe politique française, mais encore plus de ceux qui ont adhéré ou qui adhèrent à ces débats, comme on l'a fait en 2003. Je rappelle qu'en plein mouvement social contre les réformes Raffarin, alors qu'on était en train de détruire l'assurance chômage, qu'est-ce qu'on avait comme sujet central des débats en France? C'était encore une fois le foulard musulman qui a abouti, comme tout le monde le sait, aux lois islamophobes de 2004 et les suivantes. Alors aujourd'hui, j'ai quand même envie d'inventer, j'ai quand même envie d'interpeller l'opinion publique française en lui demandant qu'est-ce qui compte le plus pour elle, la menace de quelques femmes qui portent un foulard ou bien Emmanuel Macron qui leur promet la pauvreté et la précarité pour tous. Merci Yasser Louati pour cet avis tranché. Réaction immédiate de Fatima Wassak. J'ai bien dit immédiate, Fatima. Pardon de te réveiller. Hein. Damien d'abord. Alors, déjà félicitations à tous les deux parce que il y avait beaucoup de gens qui visionnaient en direct pour chacun de vos avis tranchés. Ah. Donc c'est signe qu'on a fait une très très bonne émission. Alors ensuite, c'était dense, hein, Yasser, il y avait beaucoup de choses. Pour ce qui est à propos de Jean-Luc Mélenchon, je vous donne rendez-vous demain entre 16h et 18h. Il y aura Jean-Luc, moi et le micro. Et par rapport à la réflexion sur l'islamo-diversion, évidemment, il n'y a pas que sur la question de l'islam. Il y a sur toutes les questions sociétales en général. En plein cœur de la grève des cheminots, au moment où
les feuilles de grève de Sudrail et de la CGT étaient les plus importantes. D'un coup sort d'un chapeau magique le plan Borloo, le plan banlieue. Ouais. D'un coup. Alors qu'on est au plus fort de la grève des cheminots, on est dans le dur au moment où les cheminots sont en train de créer une contre-relation vis-à-vis des médias en montrant que leur statut n'a pas été correctement analysé par les éditorialistes, que les gens connaissent mal le débat, etc. Après une série de bashing très intense sur les chaînes d'information en continu, ils disparaissent totalement. Le plan Borloo. Voilà. Et je pense que l'islamo-diversion sert encore plus aujourd'hui les intérêts de nos gouvernants pour une raison simple, c'est qu'ils excitent les gens. Et donc, on n'a pas fini d'en entendre parler malheureusement. Alors, Fatima, maintenant Oui, sur le bon, déjà sur la diversion, l'islamo-diversion. Enfin, c'est un terme que t'as inventé. Oui, d'accord. Alors sur l'islamo-diversion. Oui, effectivement, il peut y avoir diversion et en même temps, je pense que qu'il faut quand même garder à l'esprit que ce n'est pas que de la diversion, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir affaire à des acteurs politiques, institutionnels, médiatiques qui sont fondamentalement racistes. Ouais. Voilà. Et puis je pense aussi qu'il faut essayer de s'enlever de la tête le fait que comment dire, la gestion publique est de haut en bas. Et que finalement il y aurait les médias, les pouvoirs, donc les médias, le politique, etc., qui auraient comme ça des stratégies, et notamment de diversion, imposées aux pauvres petits moutons, pauvres petits peuples français. Je sais que c'est pas ce que tu as dit, Yasser, évidemment. Ouais. Mais je veux dire, il y a des fois cette idée que voilà les pauvres classes populaires blanches, la classe ouvrière blanche, etc., qui vit dans les quartiers, etc., en fait est manipulée par des médias, des hommes politiques, etc. Et au lieu de s'occuper de ces problèmes, donc les problèmes sociaux, en fait, finalement, focalise sur les pauvres migrants, les Noirs, les Arabes, etc., etc. Bon, moi je pense que ça, c'est cette comment dire lecture de la société, donc verticale et puis de haut en bas est fausse, et qu'on a affaire à quelque chose de beaucoup plus circulaire. Voilà, ça circule, c'est-à-dire le racisme est structurel, mais surtout il circule. Par exemple, vous vous souvenez de l'affaire du Burkini. À l'époque, on pouvait avoir cette impression de manipulation, de diversion, etc. Ouais. Mais vous vous souvenez, il a quand même fallu que des gens lambda sur la plage aillent voir les maires, etc., pour taper à la porte pour dire dégagez-moi toutes ces bougnoules, voilà, parce que c'était ça, voilà, de la plage. On a policé la police. Oui, complètement. Mais je veux dire, donc il y a bien quelque chose de cirque. Et là, voilà, on peut pas dire que c'est ces gens sur la plage lambda qui ont manipulé Emmanuel Valls, les Massera. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très circulaire déjà. Et puis aussi vraiment que comment dire, le racisme existe en soi. Le racisme, c'est pas juste pour faire diversion par rapport à la lutte des classes, par exemple. Voilà, le racisme, c'est tout à l'heure quand on disait, quand Yasser, tu parlais de la difficulté pour comment dire, pour Nuit debout, par exemple, pour les mouvements sociaux, de prendre en considération la question raciale. Moi, je pense qu'ils sont pas dans une difficulté, ils sont pas dans un déni. Je pense que ils sont traversés, ces mouvements sont traversés par le racisme. Par exemple, le fait que les syndicats majoritaires, les syndicats blancs, ne soutiennent pas les revendications des immigrés ou des enfants d'immigrés dans les usines, dans les entreprises, etc. Les Chibani à l'époque, mais encore aujourd'hui, on le voit encore aujourd'hui. C'est pas simplement parce qu'ils sont dans le déni, parce que ça les intéresse pas, parce qu'ils considèrent que c'est quelque chose qui n'est pas fondamental. C'est aussi parce qu'ils sont structurellement racistes, ces syndicats. Donc il y a ça aussi à prendre en considération. Je pense que vos deux propos se rejoignent, en fait. Simplement, il y a sur l'effet d'action, de levier d'action et de réaction. Non, j'enfonce le clou sur la question que il y a un terreau fertile. En fait, il y a Jacques Rancière qui dit le racisme vient d'en haut. Ouais, non, il a raison à moitié, il vient d'en haut, mais il faut aussi qu'il y ait un terreau fertile pour accueillir ces propos racistes. Maintenant, la diversion, pourquoi est-ce qu'elle est là? C'est qu'on voit bien que c'est systématique. On voit bien que dès qu'il y a une crise, on nous prend une polémique, le voile intégral, crise de 2009, le foulard à l'école en 2003 en plein mouvements sociaux. Oui, mais Yasser, ce dont tu parles là, quand tu regardes, si on les connaissait personnellement, on se rendrait compte que ces personnes qui ont cette stratégie de diversion dont tu parles, en fait, sont profondément racistes. Oui, non, mais quand tu vois comment sont traités les politiques noirs et arabes, ne ferait pas ça. Mais quand tu vois comment sont traités les noirs et arabes, ministres, secrétaires d'État, etc., comment ils sont traités après coup, hein, évidemment, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils trouvent du courage
à dénoncer ce qu'ils ont subi. C'est un peu comme De Villepin. Une fois qu'ils sont plus au pouvoir, par exemple, Rachida Dati et compagnie, en fait, on parlait du racisme qu'ils avaient subi une fois que voilà, ils étaient plus personne. Mais en tout cas, plus grand chose. Mais quand même, tu vois que c'est des gens qui sont racistes. Donc, je me demande dans quelle mesure c'est si élaboré que ça, cette stratégie de diversion, et dans quelle mesure, en fait, finalement, ils jouent pas leur rôle de racistes, en fait, et qui vont dans qu'ils ont des intérêts communs. En fait, c'est que la diversion, en fait, est un outil employé par des personnes, c'est que fondamentalement, elles y croient. Oui. C'est que on dit pas que elles s'en servent, mais qu'au fond non, elles sont pas racistes et qu'elles ont rien contre les Arabes, mais bon, pour se faire élire, malheureusement non. Il y a une croyance profonde. Je rappelle quand même, et là je vais quand même aller encore plus loin, c'est que la Ve République a été adoptée pendant l'ère coloniale, que les personnes qui ont été les premiers dirigeants de la Ve République étaient soit des anciens collabos, soit des anciens administrateurs des colonies, et que le logiciel colonial est profondément ancré dans la République française. Ça, on peut dire, ça historiquement parlant, on peut pas le nier. Et que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont été cooptés par ceux qui étaient justement jadis administrateurs coloniaux ou qui du moins en avaient grandement profité. Maintenant, aujourd'hui, ces personnes-là, ce racisme-là, on peut plus dire, par exemple, oui, j'aime pas les Noirs et les Arabes, les musulmans au four. Il faut bien quand même, on a sophistiqué le discours raciste, et maintenant, à des fins, pour des gains, pour en tirer profit, il faut savoir aussi s'en servir au bon moment. Si vous parlez d'islamophobie alors que il y a des mouvements sociaux, vous savez très bien que vous avez plus de chances de mobiliser l'opinion publique en leur disant attention, ce qui pose problème, c'est pas le patron qui se gave pendant vos crevets de faim. Non, c'est la femme voilée, votre voisine qui fait les courses comme vous à Auchan, mais qui a en tout cas un agenda d'islam politique, et demain ils vont venir égorger vos enfants. Donc il y a en fait, il y a une croyance profonde. Il y a un outil. Mais alors ça, c'est parce que cette notion de diversion, elle a déjà été utilisée. Souvent, elle est utilisée par des leaders, des dirigeants, des acteurs du mouvement social. Mais en réalité, le fait de parler de diversion, en fait, c'est une manière de ne pas s'occuper du problème, en tout cas de ne pas considérer que c'est un problème central. C'est-à-dire finalement, c'est juste une diversion. C'était Foucault avec l'ordolibéralisme. En présentant le fait que donc les intérêts économiques étaient en capacité maintenant de coopter le pouvoir. C'est ça. Ces intérêts économiques étaient capables de jouer avec la question sociétale pour diviser les gens entre eux et donc mieux coopter l'organisation de la société. Et je crois aujourd'hui, je sais pas si un mec comme Macron. Parce que tu dis diviser les gens entre eux comme s'ils étaient dans un même groupe solidaire à la base. Non. Oui, le racisme. Tu as raison. Là, en fait, on est sur le débat de la poule et l'œuf par rapport au racisme et au capitalisme, en fait. Là, on a l'impression qu'en fait, la question fondamentale, c'est la question de la lutte des classes, en fait, et finalement, la lutte des races, entre guillemets, j'aime pas l'expression, mais en tout cas, la question raciale, finalement, serait une diversion par rapport à cette question centrale. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, en fait, en réalité, il y a une politique raciste qui est voulue, qui existe en tant que telle, et qui n'est pas là forcément pour faire diversion. Elle existe parce que elle apporte, parce qu'elle sert des intérêts, parce qu'elle sert les dominants aussi, les dominants notamment. Tu vois bien qu'il y a un timing qui n'est pas anodin. Ça, c'est ça qu'il faudrait mesurer, en fait. Mais c'était simplement pour dire que la notion de diversion, elle est problématique. On a quelques chiffres. D'ailleurs, j'annoncerai un projet dans les semaines qui viennent qui va justement le pérenniser. On a quelques chiffres. En 2003, on a eu les mouvements sociaux, etc., des millions de personnes dans les rues, etc. Il y avait à l'époque un magazine qui était sorti, dont j'ai oublié le nom, et qui avait dénombré quelques 1500 articles de presse, chroniques, etc., sur la question du foulard, et même pas 500 concernant les mouvements sociaux. Donc on voit bien qu'il s'était vraiment orchestré. En fait, c'est pour justement pour ne pas que la question sociale prenne une dimension inconfortable. Mais qui le veut, ça, Yasser? De la même manière que le Front National. Attendez, qui le veut, ça? Parce que les médias sont indépendants dans ce pays, non? C'est ça, indépendants, non. Non, mais attends, c'est ce qu'on m'a dit, moi. D'abord, le président de France Télévisions ou de Radio France sont quand même nommés par le gouvernement. Donc le média, c'est le deuxième ou troisième pouvoir? Ou le premier, peut-être? Non, c'est le quatrième pouvoir. Quatrième? Ouais. On prend maintenant même la presse privée. Avec les subventions. On se dit que c'est le premier pouvoir, mais bon. Les médias. On prend la presse privée, on sait que 98% de la production médiatique française appartient à 7 milliardaires. Oui, c'est vrai. Or, et en plus, c'est que cette presse privée, la plupart du temps, est lourdement subventionnée. Donc on voit bien, en fait, c'est comme tu disais, je suis d'accord avec toi, c'est la poule et l'œuf. Mais orchestrer des polémiques
on peut pas dire que ces polémiques ne tombent pas du ciel. On sait très bien. C'est pas ça, c'est que ces polémiques, elles ont, excuse-moi Damien, elles ont une fonction aussi au-delà de la diversion. C'est-à-dire que quand tu dis voilà les femmes voilées, etc. Comme par hasard, on parle énormément des femmes voilées pour faire passer des trucs. Non, on parle aussi énormément des femmes voilées pour stigmatiser et discriminer les musulmans. Pour ça, il y a des lois. C'est pour ça qu'on aboutit à des lois qui justement pérennisent. Mais donc il y a bien une fonction en soi. C'est ça que je veux dire. C'est pas juste de la diversion. Je te dis ça parce que vraiment le terme diversion, moi je l'ai déjà entendu dans la bouche de certaines personnes qui vraiment participent du fait que la question raciale n'est pas au centre du débat public, alors qu'elle devrait être considérée comme une question importante et centrale, tout comme peut l'être. Et d'ailleurs, quand on dit question sociale, question raciale, non, la question raciale participe de la question sociale. Il n'y a pas d'un côté la question sociale et de l'autre la question raciale. La société est structurée de manière raciste, est structurée de manière capitaliste, etc. Mais ça s'articule. Mais voilà, le fait d'utiliser une question comme diversion de l'autre, forcément, tu. C'est pas du débat au grande gueule d'RMC. Je vous le dis tout de suite. Non, mais n'hésitons pas à le dire. Là, c'est du débat de haute qualité. France Maghreb de l'OLGF, Yasser Louati, Fatima Wassak et Damien Charles. Il faut absolument qu'on parle d'un sujet parce que j'ai vu apparaître dans un article une mosquée d'Angleterre faisait appel à la crypto-monnaie pour la zakat et pour la sadaka. Alors, je me suis dit, crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je connais pas grand-chose à ce truc-là. Bitcoin, enfin, c'est des termes que je connais pas. Et Damien me dit, mais attends, mais je suis un spécialiste, moi, c'est mon domaine. J'ai pas dit ça. Forcément, on va en parler. On se pose un café, si tu veux. Et tu me dis quoi? Tu me dis, en plus, c'est un truc qui apparemment emmerde profondément les banques. Ah oui. Alors, pourquoi, selon toi, il faut adopter la crypto-monnaie? Là tout de suite maintenant? Oui, tout de suite. Je pensais qu'il y avait une pub. Non, il n'y a pas de pub, non. Bon, alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein d'informations. Essaye de nous faire un truc de la crypto-monnaie pour les nuls. Voilà, mais comme nous. Ce qu'il y a, c'est que je dois être comme toi, oui. Ouais, voilà. Le moins Pourquoi tu connais possible. toi, Yasser? Fais le malin, vas-y. En fait, c'est que j'avais suivi les différents procès qu'il y avait aux États-Unis, justement par rapport aux crypto-monnaies, enfin la montée du Bitcoin, les différentes bulles spéculatives qui en ont suivi. Mais bon, je sais pas près ce que c'est le blockchain, tout ça, et le fait que voilà. Parce que tu comprends que ça emmerde les banques. Tout à fait, parce qu'en fait tu court-circuites la banque qui se veut être en fait indispensable. Ouais. Bon, alors Damien, vite fait, rapide. Alors, que veux-tu savoir? Je veux savoir ce que c'est que la crypto-monnaie. Alors, en quoi elle embête les banques et pourquoi il faut adopter la crypto-monnaie selon les défenseurs de cette dernière. Alors, la crypto-monnaie, c'est un concept qui a été imaginé au début des années 2000. Donc, des gens qui se sont dit, on a des monnaies fiduciaires qui sont tactiles, qu'on peut avoir directement dans les mains. Pourquoi on les rendrait pas numériques pour les faire circuler plus facilement? D'accord. Alors, quelle est la différence entre une monnaie et une crypto-monnaie? Déjà, elles ont des points communs. Donc toutes les deux avec lesquelles tu peux échanger des choses. Donc elle a une valeur marchande. Après, on dit qu'elle a ce qu'on appelle une valeur unitaire. Valeur unitaire, c'est-à-dire que tu peux compter le nombre de crypto-monnaies que tu as et ça va avoir donc une certaine valeur par rapport à ce que tu possèdes. Et enfin, surtout, la crypto-monnaie, tu vas pouvoir la stocker. Tu peux la garder et l'avoir donc dans un coin de ton ordinateur, et parce que tu peux la stocker, donc ça correspond à une monnaie. C'est de l'argent numérique, quoi. C'est de l'argent numérique. Mais alors pourquoi on ne peut pas dire monnaie? D'abord parce qu'elle n'a pas de cours légal. Le cours légal, c'est quoi? C'est quand tu vas en France dans n'importe quel épicier, tu payes en euros. Il est obligé de prendre tes euros. Donc, il n'y a pas de cours légal pour les crypto-monnaies. Tu peux pas te pointer dans un endroit précis, même si dans certains pays, maintenant, il y a des crypto-monnaies nationales. Il n'y a pas de cours légal. Ensuite, il n'y a pas de recours légal. Aujourd'hui, tu peux faire protéger ta monnaie. Si on te vole ton argent à la banque, si on le vole chez toi, etc., tu peux te le faire rembourser. Le recours légal pour les crypto-monnaies n'existe pas. C'est considéré comme un bien et ça n'intéresse pas du tout les assureurs ou même les systèmes de protection. Et la dernière chose, c'est que il n'y a pas de régulation de la crypto-monnaie. La monnaie, elle est régulée. C'est-à-dire quand, par exemple, la valeur de la monnaie de l'euro, il monte en Europe, il y a la Banque Centrale Européenne qui arrive et qui dit attention, on va mettre un peu plus de monnaie sur la table et comme ça va réguler un peu. Ouais. Là, tout ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est décentralisé. C'est-à-dire que ça circule dans tous les sens. Des fois, il y en a beaucoup qui circulent. Des fois, il y en a très peu qui circulent, etc. Donc, il y a zéro régulation. Et enfin, la dernière chose, il n'y a pas de banque centrale pour les crypto-monnaies. C'est-à-dire un espèce de truc central tout en haut qui va dire voilà, là on libère un peu de crypto-monnaie et maintenant débrouillez-vous. Alors comment je commence là-dedans, moi Damien, par exemple, j'ai un peu de liquidité, j'ai envie de me lancer dans la crypto-monnaie, je fais comment? Alors, il y a plusieurs possibilités. La première, es-tu un spéculateur? Est-ce que tu as envie de faire de l'argent grâce aux crypto-monnaies? Bien sûr, évidemment. Bon, alors faire de l'oseille. La question c'est de quelle manière tu veux faire de l'oseille? Est-ce que tu veux la faire de manière éthique ou non éthique? Éthique.
Bon, alors éthique, imaginons, est-ce que la travailler avec les crypto-monnaies, est-ce que ça peut être halal? Oui, c'est possible. Ça, j'en sais rien, je suis pas imam. Bon, en fait, t'as des monnaies. Tes monnaies, elles ont une valeur marchande. Ouais. L'idée au début, quand on a lancé le Bitcoin en 2009, c'était de dire, les gens, ils vont payer avec un portefeuille électronique, qui aura par exemple sur leur téléphone, tac, comme la carte, j'ai oublié le nom, sans contact. Ils arrivent avec le téléphone, tac, ils payent en Bitcoin. Et quel est l'intérêt? C'est qu'ils payent en Bitcoin, c'est ça? Sans passer par la banque. Ouais. Donc il n'y a plus les frais de transaction de la banque. Et ça c'est génial, ça par contre. Yasser, ça c'est bien ça. On peut remettre en cause beaucoup de choses dans le système. Mais le problème, c'est que ces monnaies-là, comme elles n'ont pas de régulation, c'est un peu au petit bonheur la chance. Des fois ça monte un peu parce qu'il y a des gens qui s'amusent à spéculer dessus, notamment des investisseurs américains de la City. Des fois ça baisse un peu. Et alors par exemple, tu as un mouvement de fond, vous avez tous remarqué en janvier, on a vu plein d'articles sur le Bitcoin qui sont arrivés, qui ont explosé 15 000, 18 000, 21 000 $, et d'un coup ça a chuté brutalement et là on a 7 500 $. Pourquoi? Parce qu'on a des petits malins qui sont traders à la City, ils ont touché les bourses de fin d'année. Ils ont touché les primes. Ouais. Et comme la bourse américaine se portait pas très bien, ils ont tout investi dans c'est en Grande-Bretagne, tu veux dire. Wall Street, pardon. Le Dow Jones. Voilà. Aux États-Unis, comme le Dow Jones se portait pas très bien, ils se sont dit, on va aller mettre notre argent dans les crypto-monnaies, puis on va jouer avec. D'accord. On va acheter, revendre, machin, donc ça fait de la spéculation. On peut faire du blé clairement avec crypto-monnaie ou pas? Tous les jours. Moi je connais des gens qui sont traders en crypto-monnaie qui peuvent gagner 300 à 400 $ par jour. Est-ce qu'on peut d'un côté dénoncer le capitalisme et faire de l'argent sur de l'argent sans rien produire? Attends, Sarlotti, tu peux faire 400 balles en faisant rien, tu vas pas t'en plaindre non plus. Bon, écoutez comment? Je veux savoir. C'est t'as vu comme quoi tout le monde est corrompu. La question a été posée par Fatima, je précise. Imitez ma voix. C'est pas moi. Il y a Sarlotti dans l'oreille. Je le jure que c'est pas moi. Alors là, l'idée, c'est, il y a ces gens-là qui, comme à la bourse, sont arrivés comme des parasites sur les crypto-monnaies. Ils se sont dit, on va faire la même chose qu'à la bourse. Mais ce sera encore mieux parce qu'il y aura pas de régulation. Il y aura personne, il y aura pas de gendarmes. Et du coup, on va pouvoir s'amuser. Et ces gens-là font beaucoup d'argent. Mais à côté, la crypto-monnaie, il faut considérer aussi que c'est une technologie. Et que derrière une technologie, il y a une valeur à développer. Et il peut y avoir des projets entrepreneuriaux. Par exemple, je te donne un exemple très simple, on revenait sur la question des banques. Ouais, faut conclure. Il y a des gars au Nigeria, ils se sont dit on en a marre de passer par Western Union, ils vivent en Angleterre. La famille vient du Nigeria, ils se disent on en a marre de passer par Western Union, payer des frais de transaction de fou. Pourquoi on crée pas notre propre crypto-monnaie nigériane pour envoyer directement l'argent, tac, on passe de livres sterling en crypto-monnaie et hop, ça arrive au Nigeria et on passe avec des frais de transaction de 0,0000 et on se fait Western Union. Et aujourd'hui, un tiers des habitants du Nigeria utilisent cette crypto-monnaie. Mais comment est-ce que cet argent en fait passe de l'envoi de Grande-Bretagne à pouvoir acheter son pain ou payer son loyer par exemple? Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que la crypto-monnaie est directement là-bas. Il y a un accord avec des commerçants locaux qui la transforment. Sauf que les frais de transaction par rapport à Western Union, qui est une grosse agence internationale, là on passe directement dans un circuit entre Nigérians. Et les frais de transaction sont de 0,000. Pourquoi? Parce que ça ne coûte même pas d'électricité à ces petits commerçants qui font la transaction. En fait, ils ont juste un bip à faire. Il y a un risque ou pas? Sauf que le Bitcoin est quand même énergivore. Veut dire, alors, le problème aussi. Alors là, c'est pas le Bitcoin justement. En fait, pour comparer les crypto-monnaies, il faut penser aux automobiles. Le Bitcoin, c'est la toute première automobile inventée en 1893. Donc elle fait un bruit de malade, le plancher est violent, etc. Puis petit à petit, les années suivantes, on a commencé à inventer d'autres types de crypto-monnaies qui avaient leurs propres avantages, etc. Et là, on arrive sur des phases où on a la DS par exemple qui vient d'arriver, et l'équivalent de la DS, c'est ce que viennent d'inventer les Nigérians. Elle est efficace. Elle tient la route, elle est peut-être fragile sur la coque, tu vois ce que je veux dire? Et ben au niveau de la technologie des crypto-monnaies, ça va être la même chose. Et les crypto-monnaies, on n'est pas encore à la BM quoi. Aujourd'hui, il y a à peu près si justement. Aujourd'hui, on est à peu près 3000 crypto-monnaies dans le monde qui tournent plutôt bien. Bon, par contre là, j'ai la pub moi. Chaque crypto-monnaie a plutôt certains avantages et certains inconvénients. Et s'ils ont été développés, c'était surtout pour ces avantages-là. Bon. Le Bitcoin, c'est une saleté, ça consomme énormément. Allez voir sur Internet. Plus tard. Oui, on en parlera, ça mérite. Cette monnaie nigériane, elle se transfère en une microseconde. Et le dinar algérien, on peut le faire aussi en Bitcoin. Alors maintenant, il y a la crypto-rouble. Fallait que je la place, celle-là. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Eh oui, il nous reste très peu de temps pour les coups de cœur et pour parler d'abord, Fatima, d'une petite victoire du Front de Mer, puisque on y apprend que un syndicat de parents d'élèves dans les quartiers, c'est ce que propose donc le collectif Front de Mer.
qui entend s'emparer des questions d'éducation et de discrimination. Fatima Wassak, qui est l'une des fondatrices mais aussi chroniqueuse du HGF. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je pensais pas en parler, mais c'était prévu au programme pourtant. Ah d'accord, c'était prévu. Oui. Mais avec plaisir. Hein. Alors oui, il y a une petite, il y a quelques victoires. Alors c'est à partir d'un travail de terrain, franchement un travail de longue haleine depuis 2 ans maintenant, qui est donc le problème en réalité de la viande à la cantine. Voilà, la viande était imposée dans les assiettes des enfants, imposée, et on trouvait pas de solution parce que il y a quelques années, vous vous souvenez, ça partait sur des polémiques. Déjà, ça parlait de halal alors que personne ne demandait du halal. Et puis voilà, on parlait de Daesh. Enfin, moi, j'ai entendu des trucs de dingue. Hein. C'était le début de l'islamisation des écoles. C'était du communautarisme, etc., etc. Donc, vraiment, on ne se sortait pas des polémiques telles qu'elles étaient posées. Nous, on a eu l'idée de faire un sondage. Voilà, et en partant sur quelque chose de simple qui met tout le monde d'accord, qui est donc l'alternative végétarienne à la cantine. Donc pas question de halal, pas question de tout ça, mais simplement dire voilà, il faut que les parents puissent avoir le choix de voir leurs enfants manger ou pas de la viande à la cantine, c'est tout. Voilà, c'est simple, et pour des raisons religieuses, éthiques, pour pas que leurs enfants mangent trop de viande dans la semaine, etc., etc. Bon, en tout cas voilà, il y a eu ce sondage qui a été fait. Alors on est assez fiers parce que le sondage a été repris par Greenpeace fin d'année dernière. Nous, c'est un sondage qu'on avait fait à l'époque sur Bagnolet. Voilà, mais Greenpeace avec qui on travaille très bien, donc il y a pas de souci, on s'apporte mutuellement. Et donc depuis quelques mois, vous avez vu que vraiment il y a pas mal d'acteurs qui se mobilisent pour. Alors il y a 2 options, c'est l'alternative végétarienne à la cantine. En réalité, celui qui a le premier posé la question à l'Assemblée nationale, c'est Yves Gégaud, député UDI. Je tiens à le dire quand même, je tiens à saluer parce que c'était vraiment une très très belle proposition de loi. Et puis alors l'autre option, c'est plusieurs plats végétariens sur la semaine, bon, ce qui réglerait pas complètement les problèmes qu'on peut rencontrer dans les cantines, mais en même temps qui serait quand même un début de solution. Donc voilà, il y a ces 2 options là, et puis on en discute en ce moment à l'Assemblée nationale. Voilà, et puis nous on continue à travailler sur le terrain pour faire en sorte que là où on est, c'est-à-dire par exemple à Bagnolet, à Montreuil, ailleurs en France, au niveau local, les mairies se décident à instaurer cette alternative végétarienne, et puis voir aussi en parallèle comment au niveau national cette alternative végétarienne pourrait être imposée à l'ensemble des cantines scolaires. Bon, en tout cas bravo, et vous êtes passé grâce à ça sur M6. Voilà. Ouais. Alors, pas longtemps, mais on est passé quand même. Oui, pas longtemps. C'est ça a été très vite. Les coups de cœur, c'est parti. Fatima Wassak, Yasser Louati, Damien Charles. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors, le coup de cœur, tiens, Fatima, honneur aux dames. J'enchaîne, du coup. Oui. Ok. Non, je voulais faire un petit coup de cœur rapide à une sorte de déclaration d'amour à Mariam Pougetou. Ah, je suis tout oui. Parce que vous avez vu, il y a un certain nombre, elle a subi des attaques ignobles. T'en parlais tout à l'heure, Yasser. Voilà, elle a 19 ans. Quand même, faut quand même le rappeler. C'est une petite quoi. Enfin, je dis ça, c'est pas du tout maternaliste de dire ça, mais voilà, c'est une petite jeune femme. Voilà. Alors moi, je tiens à lui dire, je sais pas, une petite sœur. Voilà, elle est. Alors, je sais pas si elle nous écoute. Il y a quand même peu de. Bon, il y a pas peu de chance. Elle peut nous écouter, bien sûr. Potentiellement, elle peut nous écouter. Oui. Je tiens à lui dire que je l'aime. Voilà, j'ai fait une déclaration d'amour, je la trouve très belle. Voilà, elle a été caricaturée de manière vraiment dégueulasse par des gens qui se disent journalistes, qui se disent médias, mais vraiment je le dis, c'est des pourritures, c'est des ordures. Moi, je la trouve très très belle. Je trouve qu'elle est très charismatique. Je la trouve ambitieuse. Moi, à 19 ans, je savais pas comment je m'appelais. Elle est là, elle gère l'UNEF. Non, mais elle est. Pardon pour l'expression un peu sexiste, mais voilà, c'est un bonhomme quoi. Elle tient son truc, elle est là, elle s'impose, elle va dans les médias, voilà, elle s'exprime parfaitement bien, elle sait où elle veut aller, elle porte quand même une organisation politique qui n'est pas rien, un syndicat d'étudiants. Donc voilà, moi je lui exprime mon admiration. Gros big up. Voilà et tout mon amour et tout mon soutien. Bon, avec un beau sourire. Yasser Louati. Alors, vu que la dose d'émotion est en train de retomber concernant Gaza et les massacres en cours, tu as raison. Mon coup de cœur va à la résistance palestinienne. Ouais. Résister, c'est exister. Je rappelle que les Palestiniens n'ont pas besoin de nos larmes, mais plutôt qu'on se mobilise ici en France, qui est un pays qui a quand même qui lui reste un poids quelconque sur la scène internationale. Donc encore tout mon soutien aux manifestants palestiniens de plusieurs générations qui manifestent pour leur terre, pour leur dignité, qui veulent se libérer de l'occupation israélienne.
Moi, me concernant, j'aimerais vraiment qu'on passe le cap de l'émotivité à l'organisation politique. Qu'est-ce qu'on peut politiquement apporter à la Palestine pour sa libération et pour qu'un État palestinien existe et pour que les Palestiniens aient le droit de vivre, parce qu'on nous martèle sans arrêt qu'Israël a le droit de se défendre. Moi, je réponds à ça, que les Palestiniens ont le droit d'exister. Damien Charles. Super, vos coups de cœur. Oui, c'est pas ça en fait le coup de cœur, c'est ton coup de cœur à toi. Oui, alors en fait j'en ai un, mais je vais me faire de la pub en fait. Bah vas-y, fais-toi de la pub mon pote, vas-y. En fait, je suis assez content, j'ai décidé de prendre une initiative, donc j'ai lancé une page Facebook qui s'appelle La Manticore, où j'ai décidé en fait de revenir sur mon parcours de converti. Et en tant que converti, mon itinéraire... Converti à quoi ? À l'islam, voyons. Au judaïsme. Et je sais pas. Oui, non, t'as raison. Au végétarisme, tu vois, j'en sais rien. Au kickboxing, j'en sais rien, moi. Non, mais je me projetais, j'étais en train d'observer. Non, mais attends, parce que quand tu dis au judaïsme, ça veut dire que ça peut pas être possible qu'on ait. Attends, mais ça veut dire quoi ça ? Non, on peut avoir des gens de confession judaïque, juive, dans cette émission, bien entendu. Non, mais c'est pour ça que voilà, tu disais ça avec ironie. Donc, converti à l'islam. J'ai ri en disant judaïsme parce que c'est très dur de se convertir au judaïsme, mais ça prend plusieurs années. Danny Boone, il l'a fait. Hein. Ah bah c'est très bien apparemment. C'est plus de 3 années, je crois, d'études rabbiniques. C'est plus rapide chez les musulmans. Ouais. Ah ouais, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et terminé, c'est musulman. Ça montre que c'est une religion libérale quand même. Ouais, grave. Donc vas-y, alors ta page Facebook. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est les gentils, tout le monde est les beaux. En fait, j'ai commencé à écrire un livre il y a bientôt 1 an, qui s'appelle Le Dédale des Illuminés, qui raconte ma conversion à l'islam en 2013 et sur tout ce que j'ai pu entrevoir de la société vis-à-vis de mon rapport religieux, mais également des communautés musulmanes, on va dire. Et t'es devenu misogyne? Tu fais de l'islam politique? Presque. J'ai des tentations. Mais justement, je suis passé par énormément de choses qui poussent à l'aberration justement et qui me font rire maintenant, mais que j'ai traversé entre guillemets par rapport aux personnes que j'ai rencontrées. Tu as été salafiste? J'ai rencontré des salafistes et je les ai fréquentés longtemps. Oui, effectivement. T'étais barbu avant ta conversion ou alors ça t'a poussé avec elle est vilaine la barbe. Mais avant j'étais le crâne rasé, oui. Ah ouais. J'étais crâne rasé et barbe. Ça m'apporte les cheveux. Ah, c'est clair. Donc attends, non. Yasser se sera très mal d'un coup. Faut qu'on donne le nom de la page Facebook parce qu'on est super en retard là. Ça s'appelle La Manticore. La Manticore. Je ne souhaite expliquer à personne pourquoi ça s'appelle La Manticore. Je pense que les personnes pourront imaginer d'elles-mêmes, sinon ce sera à la fin du bouquin évidemment que j'ai pas fini d'écrire malheureusement. Mais j'ai souhaité en fait de poursuivre en partant du quotidien de maintenant, comment je perçois les choses au sein d'une communauté musulmane dans laquelle je ne suis pas né, avec moi mes rapports et mes préjugés d'anciens chrétiens, de garçons blancs issus d'une classe moyenne rurale, etc. Et donc faisant face à ces différents aspects, ces différents questionnements et surtout avec beaucoup d'humour parce que je m'amuse dans cette communauté. Super. C'était les coups de cœur, très riches ces coups de cœur. Merci beaucoup Fatima Wassak. Merci beaucoup Yasser Louati, Damien Charles. C'est Christophe. Bon Sahaf Tolkom, hein, tout le monde ce soir, c'est le 8e jour de Ramadan. Ça va tout le monde, ça se passe bien le Ramadan? Nickel. Ouais, on gère, hein, c'est tranquille. Attention, il va faire chaud ce week-end, hein, il va faire très chaud ce week-end. Plus de 30 degrés à Paris. Ouais. Ah, ça va être chaud quand même. Bon, il va falloir en boire des litres d'eau et de thé le soir. Bonne soirée à tous. Dans un instant, on joue, messieurs dames, pour gagner une corbeille de fruits offerts par fruitselect.com. Tiens, Damien, tu restes avec moi? On joue? Ouais. On est super en retard. 18h05. Pardon Marine. Voici le flash, le rappel de l'actualité de ce jeudi soir. Bonsoir Marine. Bonsoir. Bonsoir à tous. Les forces kurdes annoncent la capture d'un djihadiste français recherché, Adrien Guyal, considéré comme l'une des voix de l'État islamique. Il a été arrêté à Raqqa dans le nord de la Syrie il y a 3 jours avec sa femme et leurs 6 enfants. Les services de renseignement des forces démocratiques syriennes ont mené une opération le samedi 19 mai qui a permis de capturer un groupe de djihadistes du groupe État islamique, avec à leur tête Adrien Guyal, connu sous le nom d'Abu Oussama al-Faranzi, accusé d'être la voix de la revendication de l'attentat de Nice en juillet 2016. Coup de théâtre, le président américain Donald Trump annonce dans une lettre au leader nord-coréen Kim Jong-un que le sommet prévu le 12 juin à Singapour n'aura pas lieu. Dans sa lettre, Donald Trump dénonce notamment la colère et l'hostilité de la Corée du Nord.
En France, le cannabis à usage thérapeutique pourrait arriver. La ministre de la Santé n'y est pas opposée. Agnès Buzyn a estimé qu'il n'y avait aucune raison d'exclure le cannabis pour traiter les douleurs. Un domaine dans lequel la France a pris du retard, car le cannabis à des fins médicales est déjà autorisé dans une douzaine de pays de l'Union européenne. Agnès Buzyn dit avoir lancé le débat avec des institutions responsables du développement des médicaments. Par ailleurs, la ministre de la Santé est revenue sur l'affaire Naomi Musenga, cette jeune femme de 22 ans morte en décembre dernier après un appel au SAMU qui n'avait pas été pris au sérieux par une opératrice. Agnès Buzyn annonce qu'une dizaine d'affaires similaires ont été signalées à ses services. Aucun terrain d'entente n'a été trouvé ce matin sur l'héritage de Johnny Hallyday. Une première audience sur le fond a eu lieu à Nanterre. La justice devait fixer le calendrier des étapes avant un éventuel procès. L'avocat de Laetitia Hallyday a refusé la médiation proposée par Laura Smet et David Hallyday et il conteste la compétence du tribunal. La décision sera rendue le 22 novembre. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.